Erika, comme d'habitude, tu n'es pas venue les mains vides. Et là, franchement, tu t'es dépassée carrément. Donc Erika, je vous explique, parce que vous ne comprenez pas encore. Donc elle a organisé en fait tout simplement notre premier partenariat. Et donc je suis très fière de vous présenter donc un projet qui nous tient très à cœur parce qu'il rejoint tout à fait les valeurs de Parlons Pro, Parlons Bien. Ça s'appelle Les Petits Bantous. C'est un projet qui vise à instruire les enfants de manière ludique pour qu'ils puissent en fait s'approprier leur langue d'origine, donc les enfants de la diaspora. Et la raison pour laquelle ça me touche particulièrement, c'est parce qu'une des raisons pour lesquelles Parlons Pro, Parlons Bien existe, c'est parce que justement, à la naissance de Isaiah, mon premier enfant, qui est issu d'un métissage, j'ai commencé à me poser énormément de questions par rapport à l'identité. En tout cas, le volet identité de Parlons Pro, Parlons Bien s'est développé à ce moment-là. Et je me demandais comment vais-je faire pour lui transmettre la culture, une culture de laquelle je me sentais moi-même en tant que personne d'origine congolaise née à Bruxelles, déracinée, éloignée. Et donc de voir qu'il y a des projets comme ça. Donc tout à l'heure, j'ai ouvert la boîte, parce qu'on adore les cadeaux, avec les enfants. On a découvert le livre donc, ici qui permet d'apprendre à compter de 1 à 10. C'est vraiment trop mignon en vrai. Et Isaiah, il a pris blindé de plaisir à tout répéter. Il ne sait même pas encore compter en français, donc c'est cool. Misato, C'est plus que c'est culturel en fait. Minei, Minei, je ne le dis pas bien même moi. Mitano. Ensuite, vous avez des petites cartes, donc 2 decks pour les spécialistes. Et elles sont à thème. Le premier thème, c'est mes premiers mots en lingala. Et le deuxième, c'est mon corps, mes émotions, ma maison et les animaux. Et donc, comment ça marche ? Le but, en fait, c'est que vous avez aussi une petite boîte. Et dedans, il y a un petit lecteur de cartes en forme de léopard, parce que c'est le logo de la marque, mais c'est aussi le symbole du Congo. Donc, les léopards, vous savez vous-même. Bonsoir. Bonsoir. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est l'adoption transnationale, c'est-à-dire lorsqu'un enfant est adopté par une ou des personnes originaires d'un pays différent du sien. On va retracer le parcours d'Alexandre, qui est né en Éthiopie et qui a été adopté par une famille franco-belge. Il est arrivé en Belgique à l'âge de 13 mois. Aujourd'hui, Alexandre a 27 ans et retracer son histoire va nous inviter à questionner la construction de l'identité, le rapport à la famille, aux autres et à soi lorsqu'on a été adopté. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup, c'est super chouette comme initiative. Bah oui, c'est super. Merci d'avoir accepté donc de t'exprimer au micro de Parlons Pro, Parlons Bien. Donc comme on l'a dit, aujourd'hui on va parler d'adoption transnationale. Je suis un peu fatiguée, mais ça va aller. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et donc, on va profiter du fait que tu as été adopté, comme j'ai expliqué dans l'intro. Est-ce que tu peux nous en dire plus donc, sur l'histoire de ton adoption, si tu la connais, et donc les circonstances qui l'ont entourée? Bien sûr. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai été adopté à l'âge de 13 mois, Okay. tu l'as très bien dit. Donc, je suis né en Éthiopie dans un cadre relativement complexe, on va dire, puisque les années 90, il faut un peu se fondre dans l'histoire de l'Éthiopie. Les années 90 ont été des périodes de grande famine. Oui. Justement, il y avait une grande pauvreté. Et donc, pour ma part, j'ai été recueilli donc dans un couvent, Okay. dans un couvent qui se trouvait à Djima. Donc, Djima, c'est dans le sud de l'Éthiopie. Donc, c'est une ville qui, il y a à peu près 300 000 personnes, pardon. 300 000 personnes, ouais. Et c'est comme une ville assez dense dans le sud de l'Éthiopie. Donc, c'est la partie, ce qu'on appelle Oromo. Donc, les Oromos, c'est un peuple en Éthiopie qui représente à peu près 70 millions d'habitants. Okay. Le restant de l'Éthiopie, ce sont en général les Amrama et, je dirais, les Tigréens. Donc là, ce sont 3 grandes sous-factions, donc 3 grandes familles d'Éthiopiens. Alors, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, ce sont les majoritaires. Okay, donc, moi, j'ai été recueilli dans le sud de l'Éthiopie. Ouais. Ce sont des sœurs, en fait, suédoises. Donc, ça, c'est assez dingue comme histoire, qui m'ont recueilli. Donc voilà, et de cette procédure-là, donc mes parents, donc aux alentours des années 95, Oui. ont fait la demande. Et donc, il a fallu attendre, dans ce cas-ci, à peu près
2 ans et demi avant que j'arrive ici en Belgique, donc durant l'année 97. Ok, d'accord. Donc, eux, ils ont commencé leur parcours, on va dire, d'adoption de leur côté, avant même que tu sois né. Exactement. Et c'est suite, du coup, à ton recueillement qu'il y a eu, j'imagine, une connexion Tout à fait. et qu'ils ont pu te rencontrer. Exactement. Et est-ce que tu en sais plus sur pourquoi ils ont entrepris ce parcours d'adoption? Alors, c'est assez simple. Hein. En tout cas, chez nous, on n'a pas de tabou par rapport à ça. D'accord. Donc, moi, mes parents, donc ma maman, donc qui s'appelle Catherine, et mon père qui s'appelle Thierry, qui sont tous les deux franco-belges. Ok. Ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient ensemble, et donc à la période où ils m'ont adopté. Et la question de justement avoir des enfants, Ouais. en tout cas, a germé dans la tête de ma maman, Oui. justement à cette période-là, puisque d'une part, elle a été énormément touchée par justement les famines dont je te parlais En Éthiopie. là tout de suite en Éthiopie, donc à travers justement d'une part les médias et d'autre part justement par ses connaissances. Et la question justement d'adopter, mon père, donc Thierry, n'était pas spécialement je dirais comme beaucoup d'hommes en tout cas, on va faire un peu dans les préjugés. Attention les généralités. Mais en tout cas, ne voulait pas à ce moment-là spécialement d'enfants. Ouais, ok, mais au final, lui, avec justement l'amour et en tout cas la considération justement d'avoir un enfant, ben, l'idée a germé. Et donc ensemble, justement, ils ont entrepris ces démarches-là. Ok. Et donc c'est vraiment dans la volonté commune que durant l'année 95, ils se sont penchés vers un organisme qui s'appelle Sourire d'enfant. Ok, Et Sourire d'enfant, justement, c'est une ASBL qui a justement une grande affinité, fraternité justement avec l'Éthiopie, puisqu'au final sa présidente, qui s'appelle, je veux dire le nom, il n'y a pas de voilà, enfin son ancienne présidente qui s'appelle Françoise Pastor, qui est justement la doyenne en cas de cette ASBL, vit une moitié de l'année en Éthiopie et donc a déjà un lien très fort avec l'Éthiopie. Alors cette ASBL là n'est pas exclusivement réservée à l'Éthiopie, mais c'était justement la principale demande en tout cas via l'Éthiopie. Ok, donc, d'accord. Voilà. J'ai plusieurs questions. Bien sûr. Est-ce que l'association Sourire d'enfant, c'est une association belge ou internationale? Alors, c'est une association belge. Après, je sais qu'elle s'exportait un peu plus à l'international, mais elle a fermé, si je ne me trompe pas, il y a 3-4 ans. Okay. Les raisons, je ne sais pas, je ne sais pas plus, mais en tout cas, ce que je sais, par contre, par rapport justement à l'adoption internationale, c'est que durant l'année 90, je vous parlais donc durant ces années 90, fin des années 90, il y a eu vraiment une grosse demande, notamment via la Chine, qui a eu la loi de l'aîné et qui a justement un peu cassé le marché, si je puis dire, économiquement, et le marché justement de l'adoption internationale. Et donc, l'Éthiopie elle-même a été dans une impasse entre une grosse demande internationale où on voulait justement des Occidentaux en général adopter des Africains et des Éthiopiens dans ce cas-ci, et à l'inverse, l'État éthiopien ne suivait plus la demande. Donc, il y avait une trop grosse demande, ce qui veut dire que légalement et juridiquement, il n'y avait pas assez de suivi. Il y a quelque chose qui retient déjà mon attention, c'est que tu parles du marché de l'adoption internationale. Oui. Enfin voilà, alors c'est peut-être ma naïveté par rapport à la problématique, mais je me rends compte que j'ai un peu du mal avec l'idée que ce soit un marché, mais je pense qu'en fait ça l'est totalement parce qu'il y a clairement une notion d'offre et de demande que tu as super bien décrit. Et donc t'expliques qu'en Chine, il y a commencé à avoir des enfants qui sont venus suppléer, entre guillemets, l'offre que l'Éthiopie ne pouvait plus fournir, quoi. C'est vraiment tout à fait ça. Ok. En fait, il y a eu vraiment une sorte de fracture, puisqu'au final, moi, de mes connaissances, en tout cas, la plupart des adoptés, ce sont des personnes, en général, qui viennent de l'hémisphère sud, et la grosse demande vient en général de l'hémisphère nord. Et donc, dans ce cas-ci, ce sont les États-Unis en majorité qui ont, je dirais, dévié, ou en tout cas qui se sont accordé le monopole, justement, de l'adoption internationale. Ce qui veut dire que même au sein des institutions plutôt européennes, il y a eu justement une asymétrie dans la demande. Ce qui veut dire que concrètement, maintenant, il y a plus je dirais plus une filtration, si je peux dire, de ce marché-là pour éviter les dérives. Alors, les dérives, on peut en reparler après, mais en tout cas, pour ma part, je vais déjà enclencher, il n'y a pas eu spécialement ce tabou-là. Quand je te dis marché, c'est pas dans le sens financier, même si effectivement il y a cette donnée-là. Il y a quand même une donnée financière. Tout à fait. Parce qu'on y reviendra plus tard, et je pense que tu es déjà rentré bien dans le vif du sujet. Là, tu m'as complètement dépassé. Mais il y a le fait que les familles aisées, en général, elles peuvent se permettre ça. Enfin, le faire famille. Plus qu'une famille qui pourrait peut-être pas avoir d'enfants, mais qui en plus n'a pas spécialement les moyens ou la condition pour pouvoir prouver qu'elle peut donner en tout cas un quotidien décent à cet enfant. C'est clair.
Ok. Mais donc, pour un petit peu juste revenir sur ta famille, tu m'as parlé du parcours de tes parents, mais tu m'as pas dit si tu avais des frères et sœurs. Tout à fait. Alors, ça, c'est une grande question que je me pose. Bon, j'ai 27 ans et c'est une question que je pense qui sera éternelle. Je ne sais pas. En fait. Mais donc, tes parents adoptifs, ils n'ont pas d'autres enfants. Si, ça j'ai pas précisé, mais je parlais de mes parents justement biologiques dans ce cas-ci. On va à chaque fois, alors pour que ce soit plus simple, pour la suite de notre échange, quand je vais dire parents adoptifs et puis parents biologiques. Comme ça, tu sais de qui je parle. Et donc, tes parents adoptifs ont d'autres enfants biologiques ou adoptés? Mes parents adoptifs justement ont eu une fille, mais qui n'est pas la fille, je dirais, enfin c'est ma belle-sœur en quelque sorte, on doit dire de manière juridique, parce que c'est pas la fille, de mon papa et de ma maman. C'est juste la fille de ma maman. Donc c'est une demi-sœur. Une demi-sœur, voilà, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais c'est ma sœur que, voilà. Oui, c'est ta sœur. C'est ta sœur. Ouais, voilà. Il n'y a pas de. Ok. Et c'est tout? C'est tout. Voilà. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà très bien. Voilà. Et elle a quel âge? Elle est plus vieille que toi ou plus jeune? Non, elle est plus jeune que moi. Elle vient d'avoir 20 ans. Ok. Et elle s'appelle Clara. Comme ça, voilà. Clara, si tu nous écoutes. Voilà. Super. Ok. Et donc, Clara, elle est blanche? Oui, elle est blanche, tout à fait. Ok, pour info. Très, très bien. Eh ben, je voulais savoir, est-ce que tu es en contact avec ta famille biologique? Alors non, justement, ça c'est une très bonne question. C'est ça le mystère. Et c'est pas un mystère, en tout cas, pour ma part, en fait, donc quand j'ai été recueilli, je n'ai pas précisé ça, mais moi j'ai été retrouvé dans une famille où il y avait pas mal de personnes qui étaient décédées, et donc le cadre était relativement chaotique. Et donc, le fait que j'ai été recueilli par des sœurs dans ce couvent, donc des sœurs suédoises, les sœurs suédoises. Le comble. Et d'ailleurs, le petit clin d'œil, c'est que justement de ces sœurs suédoises, j'ai été baptisé. Donc voilà, mais bref, le comble un petit peu dans le fin fond justement de Jima, je suis retrouvé par des sœurs suédoises. Bref, des fois, l'analogie est particulière, je trouve. Ouais. Tu dis ça parce que c'est une autre religion, c'est pour ça que tu dis ça? Parce que justement, en Éthiopie, c'est assez particulier. Donc, ça, c'est l'anthropologue qui parle. On t'écoute. En gros, l'Éthiopie est, contrairement peut-être aux populations, je dirais plus d'Afrique centrale, ou en tout cas du Maghreb dans ce cas-ci, qui est plus à vocation islamiste, et l'Afrique centrale plus à vocation chrétienne de manière générale. L'Éthiopie a sa particularité, c'est qu'il y a dans l'Alibela, donc le nord de l'Éthiopie, une zone, l'Alibela dans ce cas-ci, où il y a de ce qu'on appelle des troglodytes. Donc des pèlerins qui vivent justement dans la roche et dans les églises qui sont reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a ce sont des religions plutôt vernaculaires, donc qui sont propres justement à une zone nommée. Et donc c'est une branche justement de l'éthiopianisme, donc l'éthiopianisme qui est un mouvement politique, philosophique, etc., qui prêche justement, je dirais, une religion adaptée en fonction justement de la cosmologie éthiopienne. Donc c'est vraiment très éthiopiano-centré. Voilà. Donc c'est assez différent justement que des églises plutôt, je dirais, protestantes, anglicanes, etc. Donc européennes à vocation. Et là c'est vraiment cette idée-là de se recentrer par rapport aux réalités éthiopiennes. Donc voilà. Je trouve ça incroyable. Bon déjà, ta connaissance de l'Éthiopie est juste incroyable. On a trop de chance de t'avoir ce soir, rien que pour ça. Et tu m'amènes à une de mes autres questions, c'est est-ce que toute cette culture, parce que tu m'as dit donc tu es anthropologue? Oui, tout à fait. Ok, top. Mais donc, est-ce que cette connaissance de l'Éthiopie, tu l'as eue via ton éducation? Est-ce que on a essayé de te sensibiliser? Donc, tes parents adoptifs, est-ce qu'ils t'ont sensibilisé? Ils ont tenu en compte que tu avais ces origines éthiopiennes et donc c'est pour ça? Ou est-ce que tu t'es toi-même intéressé à ça dans une recherche de tes racines? Alors, c'est une excellente question. En fait, le fait déjà que je me sois tourné vers l'anthropologie, c'est parce que justement, j'ai un amour profond pour l'histoire. Pour mon histoire personnelle et pour l'histoire de manière générale de l'Afrique. Et du monde de manière traditionnelle, mais c'est plus l'Afrique qui me concerne. Et donc, la question, mes parents ont toujours été très ouverts par rapport à la question du retour ou la question justement de l'Éthiopie, mais sans leur manquer de respect, ils le savent, tout l'amour que j'ai pour eux, et je pense qu'ils étaient limités parce que ce sont des personnes justement qui sont habituées à leur réalité. Ce sont deux entrepreneurs qui ont l'habitude de travailler ici en Belgique et qui, je pense, m'ont offert justement un maximum de connaissances. Et donc, mon amour pour la culture, ça, je leur dois totalement. Et leur ouverture justement d'esprit a fait que j'ai pu avoir une bonne éducation et en plus avoir accès à des ressources. Et ces ressources-là, je dirais que c'est vraiment vers la période de l'adolescence où je me suis questionné énormément sur des questions existentielles. Donc, qu'est-ce que ça signifie d'être noir? Qu'est-ce que ça comprend, etc. Mais ce n'a jamais été un tabou, ou peut-être dans certaines familles ça peut l'être, pas spécialement adoptif, j'insiste. Les tabous par rapport
à l'identité, c'est dans toutes voilà. les familles. Ça traverse toutes les familles, Ouais. même les familles, on va dire, homogènes, où tout le monde est Exactement. noir, où tout le monde est blanc. Je pense que l'identité, notamment quand elle se construit à l'adolescence, Tout à fait. ça suscite plein de questions. Mais tu disais quelque Mais chose. je vais t'annoncer même peut-être un banger, je sais pas. On en est prêt. gros, je dis souvent, en fait, moi, l'adoption, ça a été toujours en second temps. Moi, ce qui m'a plus marqué durant ma vie, c'est le racisme. Ça a jamais été, en quelque sorte, la question de l'adoption, parce que l'adoption, pour moi, je l'ai toujours très bien vécu. Il n'y a jamais eu de tabou. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments où je me questionne, où je me pose des questions par rapport à d'où je viens et peut-être toujours avoir un point d'interrogation sur sa vie. Mais ça, je pense que ça, c'est une question très profonde, philosophique. Mais donc, le racisme, en tout cas, la discrimination plutôt que le racisme, je dirais, a toujours été très présent dans ma vie. Ouais. Et donc, Est-ce que tu penses qu'il est plus présent dans ta vie que dans celle d'une personne en tout cas, pas adoptée? c'est une bonne question. En tout cas, j'ai été plus sensibilisé à ça. Sensibilisé parce que, déjà, j'ai grandi dans un environnement blanc. Ouais, tout à fait. En plus, j'ai grandi avec pas mal d'amis qui venaient d'autres communautés, que ce soit maghrébine, que ce soit congolaise, etc., en Belgique. Ouais. Et donc, je pense que j'ai été toujours un peu cet hybride. Je me considérais plus comme un hybride. C'est ça. Et donc, d'une certaine manière, je pense que c'est assez intéressant parce que souvent, quand je parle avec mes amis de toutes les communautés, il y a toujours cette question-là de point d'interrogation. Alors, ça peut être point d'interrogation par rapport à qui je suis, mais où je vais aussi. Et donc, est-ce que c'est une question que tu te poses toi-même oui, ou que les autres te posent? Je pense que l'un va avec l'autre, en fait. Je me pose cette question-là, et donc je pense que inévitablement, on te pose la question. Et donc, je pense que c'est un peu un jeu de passe-passe. Donc, je crois que ce sont des points d'interrogation qu'il faut apprendre à vivre et à vivre avec. Et je crois que la plupart des adoptés ont cette question-là. Oui, ont cette question-là en tout cas, qu'est-ce que ça signifie être africain, si on vient d'Afrique, qu'est-ce que ça signifie justement avoir une famille, etc. En tout cas, je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est hyper intéressant. On a un épisode, comme je te l'ai dit en intro, qui parle justement de c'est quoi d'être belge. Et on l'a tourné avec notre autre hôte, donc Erika et Cyril, qui est métisse. Et en fait, c'était hyper intéressant parce qu'au final, on avait les mêmes questionnements. Évidemment, je pense qu'ils doivent se projeter d'une manière totalement différente pour une personne adoptée. Parce que dans le cas d'une personne adoptée, je me suis renseignée et je suis tombée sur une notion qui a retenu mon attention qui s'appelle le miroir génétique. Okay. Donc, voilà, je t'invite à te renseigner là-dessus. Et en fait, c'est juste le fait que les personnes adoptées manquent de ce miroir génétique. Donc, c'est le fait de voir des visages de personnes qui leur ressemblent dans leur entourage et de savoir qu'en fait, pour avoir des gens qui leur ressemblent dans leur entourage, c'est le moment où ils vont décider ou non de faire des enfants. Mais que, voilà, ils sont pas entourés de personnes dans lesquelles ils peuvent se reconnaître, juste physiquement, bien sûr. Et donc, je voulais savoir ce que tu en pensais. Ça me parle énormément parce qu'en fait, moi, je suis membre d'un comité panafricain. Et du coup, pour en quelque sorte, je dirais pas combler parce que c'est pas ça. Je pense que c'est plus pour compléter ma vie. J'ai l'impression, en fait, que dans la lutte panafricaine, où je m'identifie énormément, d'une part parce que je suis éthiopien et le fait d'être éthiopien, ça signifie aussi qu'on n'a jamais été colonisé. Petit clin d'œil. Et donc, c'est aussi ce qui coule dans nos veines. Je pense que j'ai toujours apprécié, en fait, apprendre. Et ça a toujours été un challenge pour moi, le fait justement de pouvoir avoir accès à des ressources, pouvoir discuter, etc. Et donc, je pense qu'à un certain moment dans ma vie, à la période de l'adolescence, j'ai senti qu'il y avait un décalage. Un décalage, pas spécialement par rapport à mon identité, mais par rapport à mes pairs. Non pas que je me sente différent, mais que simplement, j'avais l'impression justement que même en ayant des amis congolais, marocains, etc., j'avais l'impression que beaucoup ne connaissaient pas leur propre histoire. Et du coup, les manques historiques, moi, je les ai comblés par le fait de me nourrir à la lecture, de me nourrir au film et à des pères spirituels et des mères spirituelles. Je peux te donner quelques exemples. Je suis très Malcolm intéressée. X, par exemple, Haïlé Sélassié, qui était l'ancien président de l'Éthiopie. Il y en a Mohamed Ali, il y a beaucoup d'Afro-Américains, il y a beaucoup de personnalités justement sur lesquelles je me suis identifié par rapport à leur discours, par rapport justement au fait que ça soit un combat général, une lutte en fait tout simplement. Et donc je crois que ces débats-là, c'est en quelque sorte ces personnalités-là ont forgé la personne que je suis actuellement. Et donc en quelque sorte, on peut répondre à mes doutes, à mes interrogations. Et donc actuellement, moi je sollicite beaucoup de personnes justement dans ce milieu-là du panafricanisme qui me semble en tout cas pour les adopter, pour les personnes qui sont justement demandeuses d'apprendre énormément sur leur histoire et sur l'histoire de notre continent africain, justement avoir pouvoir en quelque sorte être aiguillé, avoir une boussole. Je trouve ça hyper intéressant et hyper riche. Et je pense que notamment quand t'es, par exemple, moi dans mon cas, je suis née en Belgique. Je suis congolaise d'origine, mais je suis née ici. Et j'ai senti un fort déracinement par rapport à ma culture.
Mais je pense que tu vois, quelque part, avant que je sois vraiment secouée par des vraies questions qui m'ont traversée, donc avant d'avoir mon fils qui est à moitié blanc et à moitié noir, donc qui est métis, eh ben, j'avais pas vraiment été vraiment bousculée dans c'est quoi mon héritage. C'est ça. Et que finalement, j'étais très confortablement en me disant, bah, ça va, ma maman, elle est noire, mon père, il est noir, je suis congolaise. Et je me rends compte que je rencontre d'autres gens qui vraiment, ils ont été à la recherche, comme des gens comme toi, qui ont vraiment creusé leur passé. C'est ultra intéressant. Et je ressens hyper fort que t'es missionné, mais est-ce que t'as pas l'impression que cette mission, elle te vient aussi peut-être d'éléments que t'as vécu? Tout à fait. Je dirais peut-être ces moments. Donc mon premier voyage sur le continent, alors ça n'a pas été en Éthiopie, sur le continent africain dans ce cas-ci. Le fait que j'ai 27 ans, c'est lorsque j'avais 14 ans. Je suis retourné, j'étais au départ en vacances au Sénégal et je me suis posé beaucoup de questions. Déjà par rapport à mon identité, le fait que j'étais avec des blancs, le fait que justement je ne partage pas les mêmes codes et tous ces questionnements-là, en tout cas en allant en voyage vers Dakar, on fait germer dans ma tête justement cette envie d'en apprendre davantage. Alors au-delà de la lecture et de toutes, je dirais, ces contributions qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, il y a eu ces moments de doute. Et donc ces moments de doute ont été par exemple lorsque je ne sais pas, j'achetais des choses, lorsque je ne parlais pas la langue, lorsque je ne comprenais pas certains codes, etc. Donc là, je pense qu'il y a eu un réel réenracinement. Et je pense qu'en fait, au lieu de parler de déracinement, moi, je pense que c'est intéressant de prendre l'autre posture. Comment est-ce qu'en fait mes parents m'adoptent et comment est-ce que moi je les adopte. Et souvent, on a le défaut de croire qu'en fait, je parle en connaissance de cause et en ayant pas mal d'amis qui sont adoptés, en fait, c'est souvent de prendre la posture victimaire qui est de croire que les adoptés, en quelque sorte nous adoptés, en fait, on n'est que cantonné à être adopté. Alors que non, on pense aussi, on réfléchit aussi, on a aussi une sensibilité qui fait que des fois on est en désaccord avec nos parents, avec le voisinage, etc. Bref. Mais donc, c'est important aussi de croire, pas de croire, mais de comprendre plutôt qu'en fait, c'est une relation horizontale. Et donc, c'est pas juste verticale qui est la demande qui est juste de l'extérieur vers justement un enfant, des enfants, mais plutôt aussi de l'apprendre horizontalement. Puis en fait, les parents aussi apprennent. Et donc ça, des fois, je crois que ça fait défaut dans la conception qu'on peut avoir de l'adoption, en fait. Et d'ailleurs, à ce propos-là, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui a évolué dans ta relation entre toi et tes parents adoptifs? Tout à fait. Parce que tu as à leur apprendre, mais concrètement, qu'est-ce que tu peux dire? Concrètement, ce que je peux dire, de la petite personne que je suis, c'est le fait de dire qu'en fait, j'apprends énormément à mes parents. Par rapport à l'histoire, aux histoires africaines, par rapport à mon amour propre pour justement, pour la culture, pour toutes ces thématiques-là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a cette relation qui n'est plus, voilà, bien sûr, il y a toujours le respect des aînés, etc. Parents, enfants, mais en tout cas, ça commence à se rapetissir entre guillemets, cet écart-là, où justement, j'ai l'impression de plus apprendre à mes parents. Et en quelque sorte, ça ne veut pas dire que, je pense qu'il y a aussi une acceptation des parents, qu'en fait, ils m'ont laissé aussi, le fait de, en quelque sorte, m'interroger, me questionner, etc. En fait, il n'y a pas toujours de réponse. Et ça, c'est important que vous l'ayez toujours bien en mémoire. C'est que ne pas avoir de réponse, c'est une réponse en elle-même. Et donc, c'est là où maintenant, je pense que dans ma vie, du peu d'expérience que j'ai pu vivre, en fait, je m'aperçois que toutes ces questions, au final, on partira avec ces questions. Et c'est pas plus mal. Mais par contre, si on peut avoir en fait une réflexion et aller plus loin que la montagne qui est juste devant nous, je pense que c'est là où en fait on se trouvera réellement et on trouvera la force justement d'aller la dépasser cette montagne. Mais je pense aussi que de ce que j'entends, tes parents ils t'ont donné énormément d'outils pour que tu puisses t'informer. Et quand tu dis que tu leur apprends encore aujourd'hui, en fait, c'est simplement parce que vous êtes dans un rapport d'adulte à adulte. Tout à fait. Avant, c'était forcément leur enfant, donc c'était différent. Je suis toujours leur enfant. Hein. Oui, c'est ça. Oui, mais je veux dire, t'étais enfant, bien quoi. Sûr, oui. T'es toujours leur enfant, mais je veux dire, t'étais enfant, donc t'étais dans cette posture plutôt déséquilibrée, forcément. Mais je précise aussi que, parce que c'est important, moi j'aime toujours bien la chronologie des choses. Durant les années 90, il faut savoir qu'il y avait énormément de délation. Le fait d'adopter les enfants, en fait. Souvent aussi, beaucoup de personnes dans la pauvreté, ou en tout cas dans la précarité, avaient aussi tendance à cette époque-là de dénoncer certaines pratiques. Donc le fait de pas pouvoir subvenir aux besoins de tes enfants, le fait de le mettre dans des centres, etc., ça pouvait en quelque sorte être mal perçu par la communauté. Et donc ça aussi, ces données-là, quand on ne la connaît pas, quand on ne la prend pas en considération, en fait, ça détourne des fois le sujet. Et donc je pense qu'effectivement... Juste pour être sûr, excuse-moi, donc tu veux dire que les personnes qui
qui mettaient donc leurs enfants dans des centres pouvaient être jugés par d'autres Exactement. personnes et que donc ça t'est mal vu. Exactement. Voilà, de pas savoir prendre soin de ta famille, d'avoir recours peut-être à ces centres pour dire voilà, moi je peux pas et il va peut-être se faire adopter. En fait, ce qui se passait, c'est que en Somalie ou Djibouti, en Éthiopie, Ouais. il y avait énormément ça. Soit, en quelque sorte, tu confiais ton enfant à quelqu'un, un proche de la famille, etc. Voilà, c'est ça. Soit, concrètement, comment on pourrait appeler ça, mettais sous X ton enfant. Donc, en gros, tu l'abandonnais. Ok. Ouais, Et c'est donc, il y ça. avait cette question aussi de comment est-ce qu'on peut survivre, puisqu'au final, les années 90, au-delà de la famine, au-delà justement du système politique qui était en plein basculement, il y avait aussi le fait que tout le monde, par famille, ne pouvait pas bien vivre. Ouais. Il y avait 5-6 enfants par famille, ce qui veut dire que Oui, voilà, c'est ça. il y a des réalités Oui, il y a tout des autres. réalités tout à fait. Mais je voulais savoir, est-ce que tu penses que les parents qui se lancent dans un parcours d'adoption transnationale Oui. devraient suivre un cours? Alors, En tout cas, une formation pour être sensibilisé à certaines choses par rapport à l'identité, aux besoins, par exemple, d'être reconnu de telle ascendance ou autre. alors, donc les parents qui adoptent, c'est ça. Oui, voilà, les parents Ok. adoptants, ouais. Alors, pour te faire très simple, donc moi, mes parents, ils disent souvent, nous, on a dû attendre 3 ans. On a dû attendre 3 ans, donc c'était des parcours qui étaient très denses par rapport à des psychologues, à des psychiatres, enfin bref, tout le corps scientifique, on va dire. Et donc, la question était très, très chargée pour eux. Ouais. Et donc, je pense que c'est important de se fier à la science, alors de manière générale. Après, ça ne veut pas dire que tout est bon à prendre. Je pense que c'est intéressant de suivre des podcasts comme celui-ci, par exemple, d'écouter. Et je pense sincèrement que maintenant, à l'ère de la technologie, il y a énormément de supports qui peuvent aider Ouais, les c'est parents. ça. Et donc, bien sûr, ça n'enlève pas l'expertise des psychologues et justement des scientifiques, mais je pense que la période où mes parents m'ont adopté, donc les années 90, Ouais. c'est qu'il y avait encore, je dirais, une sorte de tabou par rapport à l'adoption. Eux, en tout cas, m'ont fait comprendre qu'il n'y a jamais eu de frein par rapport à ça, mais en tout cas, ils savaient que dans leur entourage et dans ces questions justement un peu plus extérieures à la famille, qu'en fait, c'était encore quelque chose de très, très sexy d'adopter, très, comme tu parlais tout à l'heure, il fallait un certain budget. Mais je Ouais. pense que des fois, cette question-là peut détourner en fait la volonté de la personne. La volonté, je pense qu'il y a une vraie volonté très saine de certaines personnes. Comme partout, je crois qu'il y a des dérives. Et donc, je prenais la temporalité de 3 ans. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, quand on entend, bon voilà, avec les médias, avec tout ce qui nous environne, Ouais. il y a beaucoup d'informations toxiques. Et donc, la question notamment était mes parents me disent, mais on a dû attendre 3 ans, on a fait toutes ces démarches-là, bref, Ouais. c'est fabuleux. Mais nous, ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Et à l'inverse, je te dis que toutes les personnes peuvent faire des enfants, qui soient justes, équilibrés, voilà, ou des personnes qui sont instables. Oui. Et donc, il y a cette question, Ok. cette double C'est ça que question tu veux qui est dire. très intéressante aussi C'est vrai. à approfondir. Mais je reviens juste sur la partie, même si tout est très intéressant, Bien sûr. mais donc tu as dit que l'adoption c'était sexy, mais j'ai l'impression aussi, et après je parle pas de personnes en particulier, je parle juste de Oui, système. bien sûr. Donc je voudrais juste dire que j'ai l'impression qu'il y avait aussi, surtout dans les années 90, une certaine notion de on va les sauver. Je pense qu'il y a le white savior, ça c'est Ouais, clair. exactement. Ça, je pense donc qu'il le y a- white saviorisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc j'ai dit avec un bon accent francophone, c'est l'idée que les personnes blanches vont aller faire de l'humanitaire, elles vont aller sauver le petit blanc, Tout à fait. le petit noir, la petite noire qui meurt de faim ou qui vit dans un contexte fragilisé, et on va l'amener, on va l'extraire et on va lui donner des possibilités. Donc Tout à fait. qu'est-ce que tu penses toi de ça? Alors moi je pense que comme partout déjà il y a des dérives. Je crois que voilà, si ça concerne ma famille, en tout cas je sais que par rapport à cette question de demande, en tout cas c'est quelque chose qui était mûrement réfléchi. Il n'y avait pas justement ce côté ostentatoire où on va afficher notre enfant noir, etc. Ouais, ok. Mais après la question est de savoir aussi quelles sont tes limites. Qu'est-ce que toi en quelque sorte, quelles sont justement les questions que tu te poses. Est-ce que ces personnes-là vont être à même de pouvoir y répondre? Que peut-être si, à l'inverse, si ça avait été des personnes asiatiques, noires, etc., est-ce qu'il y aurait eu ce questionnement-là aussi? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a certainement des abus de part et d'autre. Mais oui, mais j'entends. Et c'est vrai que, en fait, ignorer ce qui se passe, parce que souvent, et en fait, tu as déjà mis ça en lumière, souvent, on parle que des parents qui adoptent. On parle très peu ou on laisse très peu la parole aux adoptés. Et on parle encore moins des familles qui ont fait adopter leurs enfants. C'est ça. Parce que oui, parfois elles sont pas identifiées, parfois les parents sont décédés. Ok, mais c'est vrai que là, tu viens de nous amener un élément culturel qu'on met jamais dans la balance. Et donc, c'est hyper intéressant. Mais je compléterai encore plus, un peu plus. Je dirais même qu'en fait, le fait qu'il y ait eu un business, là on peut parler de business réellement, c'est parce qu'en fait, on peut prendre peut-être
l'explication peut-être plus rationnelle occidentale, Mhm. qui va être en fait si le sauveur blanc en fait est apparu en tout cas dans le monde de l'adoption, Oui. c'est parce qu'en fait c'est notamment durant les années 80 si je me trompe pas, lorsque Michael Jackson a sorti la musique, enfin avec tout le comité, c'était We Are the World. Ah En oui, fait, oui. cette musique a en quelque sorte basculé et chamboulé l'échiquier de l'adoption mondiale, puisqu'en fait, à la base, c'était pour la récolte et pour justement avoir suffisamment d'argent pour aider les populations au Somalie, suite notamment à la pauvreté, à la Ouais, famine, tout etc. à fait. Et plus tardivement à aider Haïti aussi. Mais tout ça pour dire qu'en fait, cette conception de l'américain, du sauveur blanc concrètement, Mhm. a en quelque sorte déteint sur ici l'Europe et sur beaucoup de populations. Ça ne veut pas dire que tous les blancs sont comme ça, et ça ne veut pas dire que non plus, ce sont que les blancs qui peuvent adopter. Ça aussi, il faut le préciser, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'adoptions qui ne s'appellent pas spécialement d'adoption, on peut appeler ça, je dirais, plus recueillir, on peut appeler ça parrainer des personnes, etc. Donc je pense que c'est un grand concept l'adoption, mais ça ne veut pas dire qu'en Afrique, il n'y avait pas aussi je dirais, Ouais. ces réalités-là. On peut recueillir, on peut aider des personnes, etc. Ou Tout à adopter, fait. tout simplement. Moi, je pense que même très largement, ce que tu dis Mhm. qui est parrainage, recueillir, c'est simplement une adoption. Tout à fait. C'est juste que quand on dit adoption, on voit tout de suite d'autres images en Mhm. tête, mais ce serait bien casser les codes que de Tout à dire fait. que moi, j'ai grandi en très grande partie avec mon cousin Mhm. aussi, parce que toute une partie du temps, en fait, ma maman a repris mon cousin à la Ouais. maison, et puis Tout à voilà, quand il a eu 18 ans, il est parti, mais on a grandi avec. Donc Mhm. ça arrive très Tout à très fait. souvent, notamment dans les familles africaines, qui est ce genre de choses qui se passent. Ok, mais revenons un peu sur toi, parce qu'on a bien digressé. Comment s'est passée ta première rencontre avec ta famille? Alors, ma première rencontre, donc, c'était réellement au moment où je suis arrivé ici à Bruxelles, à Bruxelles-Zaventem, pardon. Ouais. Donc, en fait, c'est via cette petite objet, donc cette petite vachette. Concrètement, cette vachette, en quelque sorte, elle a fait le lien entre ma maman et moi. Comment? En fait, mes parents, comme je vous l'ai dit, ils ont dû m'attendre 2 ans, si même un peu plus, 2 ans et demi. Et le seul lien sensuel que j'avais avec ma maman, c'était cette vachette. Parce Ok. qu'elle faisait, elle a mis du parfum dessus, elle Son a parfum, mis ouais. vraiment en fait tout son amour dedans. Et moi, j'avais la même vachette. Et du coup, l'idée, c'est que le moment où je suis arrivé ici à Zaventem, donc avec les sœurs dont je vous parlais par la suite, Les sœurs suédoises, les donc. sœurs suédoises, Oui, c'est exactement. ça. Eh ben, l'idée, a vraiment été que on puisse se reconnecter à travers ce petit objet. Alors ensuite, en arrivant, c'est assez dingue, mais en arrivant, ça c'est la petite anecdote, en arrivant chez moi, donc à ma maison ici en Belgique, ma mère en fait m'avait donné à Zaventem un petit biscuit. Et de Ouais. ce petit biscuit, c'est assez dingue, je l'ai gardé pendant 30 minutes en main jusqu'à la maison. Je comprenais pas ce que c'était. Franchement, c'est assez dingue. Bon, pour la petite anecdote aussi, ma mère dit souvent en fait que à l'âge où j'étais capable de comprendre qu'un biscuit c'était super bon, eh ben qu'est-ce que je faisais? J'allais cacher en dessous de mon lit plein de biscuits. Et donc je pense que j'ai toujours eu une petite obsession par rapport justement à la nourriture. J'ai toujours eu ce besoin de manger et en quelque sorte ça c'est mon plat. Concrètement c'est ça. C'est assez dingue à dire, mais T'aimes voilà. pas partager, quoi. Si t'as ton assiette, t'as J'aime ton bien assiette. partager, mais je sais que j'aime bien manger aussi. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu penses, donc, c'est quoi le lien avec l'adoption? C'est le fait, à un moment, d'avoir... c'est par rapport à ton histoire. Bien sûr. En fait, je pense que le lien réellement, c'est le liant de nos vies, qui est justement cet aspect sensoriel qu'en fait, je crois que beaucoup d'adoptés ou beaucoup de personnes simplement ont des fois des manques. Et pour ma part, ça a vraiment été quelque chose qui s'est marqué toute ma vie lors des grandes périodes, à l'adolescence, les moments justement à l'école, au moment où j'étais sociabilisé, etc. Donc il y a eu vraiment tous ces questionnements-là, mais c'est vraiment, je dirais, cette première amorce avec mes parents en arrivant ici et par la suite avec des éléments un peu plus malheureux que j'ai pu vivre, du racisme et des choses comme ça, où je me suis aperçu vraiment de mon identité. Et donc, tu dirais, parce que là, t'as déjà commencé un peu à paver Bien le sûr. chemin de notre discussion, mais donc tu dis que tu as expérimenté des difficultés, donc du racisme. Tout à fait. Est-ce que tu trouves que c'est plutôt dans le cadre de l'adoption ou juste de manière... tu es dans une enveloppe noire, donc en fait, tu as subi du racisme à l'école. En fait, c'est assez dingue. On pourrait le penser comme ça. Pour les noirs, je peux peut-être penser comme un blanc, et pour les blancs, je pensais comme un noir. Au final, je serai toujours noir. Et du coup, cette appartenance, moi, elle a toujours été très forte. J'ai toujours été fier de mon identité, de mes origines, de l'Éthiopie, de l'Afrique, de manière générale. Petit clin d'œil, on n'a jamais été colonisé en Éthiopie, et donc je pense que c'est ce petit plus, entre guillemets,
qui fait que dans mon caractère et dans ma manière de me comporter, j'ai toujours eu ce besoin d'appartenir à une identité, qui est justement le continent africain, et qui va au-delà de ça. Et donc, je crois que le racisme, je l'ai expérimenté malheureusement, comme beaucoup d'enfants issus de l'immigration, Ouais, tout à fait. noirs, des enfants justement qui sont en recherche justement. C'était vers l'âge de 5-6 ans, j'étais à même de comprendre en quelque sorte que j'étais adopté, que j'ai eu des insultes, t'as le noir, tu es noir comme du caca, des choses comme ça, donc des choses assez violentes pour un enfant. Et la question justement, c'est que mes parents, eux, ont essayé du mieux qu'ils pouvaient justement de m'apporter tout leur amour et de m'apporter toute la compréhension des questionnements qui sont des fois en fait des voies sans issue, ont des questions simplement existentielles en fait. Et donc, tu veux dire qu'à 5-6 ans, c'est là que tu as eu la réalisation par rapport à ta famille adoptive que tu étais différent? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? En fait, ça est arrivé à plusieurs stades. J'ai eu le moment justement, cette phase-là où effectivement j'ai compris que j'étais différent. Donc à 5-6 ans. À 5-6 Tu ans. t'en rappelles? Je m'en rappelle parce qu'en fait ma mère m'en parle encore des fois quand justement j'aborde le racisme, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très douloureux pour eux parce qu'au final ils voient leur enfant, ils ne peuvent pas répondre en quelque sorte à justement ces mini-agressions qui sont des agressions. Et du coup le fait que ces éléments se sont prolongés dans ma vie avec des phases à l'adolescence, le moment de l'identité où tu t'identifies dans des pères spirituels. Pour ma Ouais. part, ça a été Malcolm X, ça a été Kwame Nkrumah, ça a été Mohamed Ali, ça a été plein de personnes, de figures afro-américaines, des figures noires, des figures africaines qui Mhm. justement ont rythmé mon quotidien et mon envie d'en apprendre davantage sur mon parcours. Et donc, je crois que le racisme, je l'ai vécu de manière plus intense que l'adoption. Ok. Parce qu'au final, les gens, c'est pas marqué sur mon visage que je suis Tout à adopté. fait. Et puis, du coup, tu n'es pas que ça. c'est ça, exactement. J'ai vraiment toute une identité qui en fait s'est faite de manière très solitaire. Moi, je me rappelle des moments où j'allais jouer tout seul, ou non pas parce que je voulais pas jouer avec les autres, parce que je me sentais bien tout seul, parce que justement j'ai développé plein de compétences, mon érudition, j'ai toujours bien aimé lire. On apprend même au-delà de ce qu'on apprenait à l'école, parce que je trouvais qu'on n'apprenait pas assez à l'école. Très honnêtement, à l'école, voilà, je me suis senti un peu sur une voie sans issue en fait. Où Pendant l'école, du coup? exactement pendant l'école, pendant les cours, simplement, vers 15 ans, etc., tu sens qu'il y a un décrochage parce que tu sens que les profs qui abordent les grandes questions de l'esclavage, de la colonisation, s'ils les abordent, S'ils les abordent. voilà, exactement, en parlent de manière très, détachée, ou en tout cas sans spécialement d'expertise. Et c'est ça, en fait, moi, où j'ai recherché mon Ça t'a identité manqué. à travers l'histoire. Mais est-ce que tu ne penses pas, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu ne penses pas que le fait d'être adopté, ça a renforcé en fait l'importance de ces questions pour toi? Tout à fait. Tu me disais, je sais plus du coup à quel moment, mais il me semble que tu me disais qu'à certains moments, tu avais peut-être subi des railleries de la part de personnes noires, Mhm. mais en fait, tu te rendais compte que toi, tu connaissais encore mieux l'histoire Exactement. que eux, en fait. C'est ça. En fait, c'est Kwame Nkrumah qui dit, alors je me tromperai peut-être dans les termes exacts, mais il disait à un moment, moi je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Et en fait, moi, je me suis toujours considéré justement comme un hybride. Et donc cette question-là en quelque sorte, toi tu es plus africain, moi c'est une guerre d'ego. Et c'est une guerre de méconnaissance plus que de connaissance. Et pour ma part, où justement mes amis qui pouvaient être noirs, pouvaient être maghrébins, bref, du continent africain, souvent en fait, comblaient leur méconnaissance par justement leur identité familiale, mais ne connaissaient pas nécessairement plus sur leur pays que ça. Et moi, justement, où j'aspirais justement à une Afrique unie, et j'aspire toujours à une Afrique unie, c'est vraiment le fait de connaître le passif, son passif personnel, mais le passif aussi de sa famille. Et du coup, c'est de là-dedans, je pense, que j'ai pu puiser toute mon énergie et toute ma force, qui aujourd'hui fait que je peux discuter du panafricanisme facilement parce que je suis membre de comité panafricain, parce que je fais ce cheminement de retour vers le continent, parce que je me dépasse. Et je pense que c'est ça dans ma nature. Je me suis toujours dépassé. J'ai toujours fait preuve d'abnégation, de déterminisme, de volonté d'aller plus loin, de toujours me projeter. Et c'est ça, en fait, je crois, qui fait le liant de ma vie, en fait. Les moments peut-être de doute, et un moment peut-être qui est propre à beaucoup d'adoptés, pas spécialement africains, mais de tous les adoptés, même des adoptés en Belgique, parce qu'on n'en parle pas aussi. Il y a beaucoup d'adoptés dans des centres, aussi en etc. Belgique, voilà, pas transnationaux, juste des adoptés. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Oui. Et du coup, moi, les questionnements, par exemple, ça a été les moments de la fête des pères et la fête des mères. C'était des moments durant mon enfance où, quand on faisait des bricolages et tout, je savais, et je le savais totalement en fait, que je faisais un cadeau à ma mère, à mon père, peu importe, mais avec beaucoup d'amour, et voilà. Mais avec cette question de, tu n'auras pas de réponse en fait à qui est en quelque sorte ta racine, qui est cette arborescence en fait qui fait que tu es cette personne-là,
ce terreau familial, même si tout l'amour que tes parents peuvent t'apporter est une aubaine en fait, mais c'est pas une fin en soi. Et du coup, c'est ça en fait où des moments où tu te rends compte que il y a une différence culturelle. Ouais, c'est et ça. c'est une vérité en fait, tout simplement. Le moment où réellement je me suis aperçu qu'il y avait peut-être un moment je dirais pas une impasse, je dirais pas jusque là, mais en tout cas un moment de peut-être de décrochage. C'est le moment où tes parents acceptent en quelque sorte que tu apprennes beaucoup sur toi et en quelque sorte qu'ils prennent beaucoup sur eux. Et du coup, le moment où il y avait des codes culturels qui étaient différents. Ok. Le moment où justement où tu te recherches, où tu fais des coupes de cheveux, où tu, je sais pas, où tu t'habilles d'une certaine manière, etc. Où eux justement ont été habitués à quelque chose de très traditionnel, belge, franco-belge, et du coup sont restés. Et on peut pas, je n'aurais jamais voulu. Au final, ils sont comme ils sont. Et moi, je suis comme je suis, où je fais vraiment cette démarche-là en quelque sorte, de me reconnecter, où je sens qu'il y a une différence, où on n'avait pas les mêmes lexiques, les mêmes points de référence, on n'avait pas, et c'est pas pour ça qu'on peut pas vivre en harmonie, mais c'était des choses sur lesquelles je sentais en fait qu'il n'y avait pas de réponse. Voilà. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce côté-là un peu d'usurpateur entre guillemets dans un corps. Et c'est là en fait où excusez-moi pour la parabole, mais je fais la référence avec la citation que je vous ai dit précédemment de Kwame Nkrumah, qui dit je suis africain non pas parce que je suis né sur le continent, mais parce que l'Afrique est née en moi. Et donc moi, je dirais plus, je suis en quelque sorte, j'ai été façonné et mon esprit a toujours été en Afrique et mon corps a toujours été ici en Europe. Et du coup, je me considère plus comme une sorte d'hybride en quelque sorte, Oui. Non pas un humaniste, des grands termes selon moi qui veulent rien dire, mais en tout cas, je me considère plus comme une entité en elle-même. Et du coup, le fait que mon prénom est une sorte de première forme, je dirais, d'adoption, ça a été quelque chose pour moi qui était très sur lequel j'ai pu switcher. Moi, la plupart de mes amis m'appellent par mon nom de famille. Le seul moment où je m'appelle Alexandre, réellement, c'est ma maman qui me gronde. Elle dit Alexandre. Voilà, mais j'ai jamais eu d'éprouvé de difficulté par rapport à ça. Ça a toujours été quelque chose de très spontané. Mon nom, qui je suis. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te poses des questions et tous les jours, je me pose des questions. Et tu veux dire, parce que tu as parlé donc de ton nom d'adopté, tu veux dire qu'en fait, ton premier prénom, c'était pas celui que tu as maintenant, c'est ça? Exactement. En fait, mon premier prénom. Mes parents avaient fait le choix de m'appeler Alexandre. Ouais. Sur ma carte d'identité, j'ai aussi mon nom éthiopien en Amérique qui s'appelle Paulos et je m'appelle donc Paul tout simplement en français. Ouais. Et donc ça a toujours été sur mon passeport. Je ne l'ai jamais. Tu l'as jamais utilisé? Je l'ai jamais utilisé, mais après, ça fait partie de toi. Proches. En fait, il y a vraiment mes proches, mes amis, mon réseau proche et tout qui m'appellent Paulos. Voilà. Et voilà, mais. Et donc tu l'utilises quand même? Je l'utilise. En fait, c'est plus, je dirais, une marque d'amour. Ouais. En fait, plus très affectueux, très affectif. Et du coup, c'est vrai que je me ressens et que j'aime beaucoup utiliser mon prénom. Et c'est aussi un avantage à certains moments où je peux jongler entre ces identités-là. En fait. Bien sûr. Parce qu'en fait, elles font toutes partie intégrante de la personne que tu es aujourd'hui. Exactement. Et donc, en fait, c'est hyper intéressant. C'est passionnant de t'écouter raconter un peu. Toujours, en plus, tu as une vraie vision, je veux dire, un terme un peu galvaudé, mais macro, de vraiment l'identité. On sent aussi que ça a un peu jalonné ton parcours. Exactement. Je pense que tu as un parcours assez particulier. Est-ce que tu veux bien nous le partager? Exactement. Comment t'es arrivé à l'anthropologie? Alors, c'est ça. Donc concrètement, moi j'ai jamais été un amoureux, si vous l'avez compris, de l'école. Ouais. J'ai toujours bien aimé, par contre, me challenger. Donc me challenger, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école parce que j'étais plus jeune, un peu dyslexique, parce que voilà, il y a eu beaucoup d'éléments dans ma vie qui ont fait que j'aimais pas spécialement le système traditionnel entre guillemets belge. Je trouve qu'il y a beaucoup de failles, beaucoup de limites. En tout cas, en tant qu'adopté, en tant que noir, il y a tous ces questionnements-là d'histoire qui ont toujours fait partie de moi et que j'ai toujours trouvé qui étaient boycottés. Dans les cours dans l'éducation, voilà, c'est ça. etc. Les cours un peu pas scolaires. Abordés, quoi. C'est ça. Peu abordés. Ouais. Ils ont été abordés, mais voilà, avec le recul, je me dis, pas voilà, de la bonne chacun manière, a en fait. sa version de l'histoire. Mais pour dire que à l'école, il y a vraiment eu ce moment-là où j'ai voulu transmettre même avant d'apprendre. C'était assez particulier. Je pense que ça a été aussi une manière pour moi de pouvoir m'exprimer. Oui. J'ai toujours une facilité à m'exprimer avec les autres, etc. Mais m'exprimer vis-à-vis de peuples et de populations justement qu'on pourrait dire racisées, minoritaires, marginalisées, etc. Ça a vraiment découlé au moment de ma réto, donc ma 6e humanité, où j'ai senti que j'étais plus fait pour ce système-ci scolaire. Et du coup, le moment où j'ai aimé transmettre, c'était le moment où j'ai commencé à faire des études de qualification en animation. Et donc à ce moment-là, j'ai travaillé avec la jeunesse. Et d'ailleurs, depuis la fin de mes études, donc ça fait une 10aine d'années que je travaille avec le milieu de la pédagogie, je travaille dans des écoles, je fais des écoles de devoirs, etc. Et du coup, il y a vraiment cette idée de transmission au niveau de la jeune génération. Et par la suite, ça on en parlera par la suite, mais de partir sur le continent. Et donc, cette transmission a été très horizontale.
Et le moment du Covid a été ce tremplin pour moi. Je me suis aperçu, en fait, où pour beaucoup, c'était une douleur. Beaucoup de personnes ont perdu des proches, ont été placées dans une grande difficulté financière, etc. Pour ma part, moi, c'était un vrai moment, justement, où j'ai pu me reconcentrer. Il y a eu un focus sur ma vie et sur une introspection personnelle en tant qu'adopté, où la question juste du retour a vraiment été hyper saillante de ma vie. Je me suis dit, OK, je dois peser le pour et le contre. Et je me suis dit, tant que j'ai rien à faire, autant apprendre. Moi, je suis un amoureux de l'apprentissage, de l'éducation, etc. Donc, je me suis dit, l'anthropologie coule de source. Comment? Je me suis dit, ce basculement-là, réellement, a été le moment où je voulais avoir une méthode, une approche, une expertise, etc. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais me diriger vers l'anthropologie. Ouais. Et de là, de fil en aiguille, je suis anthropologue maintenant. Et c'est un plaisir, justement, de pouvoir jongler avec ces dimensions-là. Hyper intéressant. Donc, pendant le Covid, pendant qu'on était tous en train de se demander qu'est-ce qu'on faisait là, toi, tu as décidé de commencer à faire des études, un master en anthropologie. Et donc, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que l'anthropologie te donne une vision, une approche différente sur qui tu es, sur le peuple noir, sur... voilà. Alors, figure-toi, en fait, ça a été une question assez sensible parce que, voilà, pour les gens qui ne le savent pas, donc les anthropologues, donc les scientifiques de manière générale, ont eu un lien très sensible avec la colonisation, en tout cas les chercheurs européens. Et du coup, pour moi, c'était une vraie question éthique. Je ne savais pas si j'étais à même de pouvoir travailler avec des chercheurs, etc., et des milieux, justement, qui étaient hostiles, justement, aux populations de l'hémisphère sud. Et du coup, le truc, c'est que pour moi, je dis, c'est un challenge parce que je voulais en apprendre. Pourquoi est-ce que ça dérange? Et je voulais questionner vraiment toute cette thématique-là. Et donc, je me pense aujourd'hui non pas comme spécialement anthropologue, même si ça peut m'aider, ça peut en quelque sorte m'apporter une expertise, mais c'est pas une fin en soi. Je trouve que on apprend tous les jours et je crois que les barrières, en tout cas les étiquettes qu'on aime bien s'assigner, se coller à la peau, des fois nous limitent. Moi, j'aime bien dire que je suis anthropologue, mais c'est avant d'être anthropologue, je suis ce gamin fou qui aime jongler avec le monde, avec les jeunes, à m'aventurer dans des voilà. Donc je pense que je me définis au-delà de l'anthropologie. Je pense pas qu'elle fasse partie nécessairement de toute ma vie. En tout cas, c'est une période qui m'a permis de me reconcentrer sur moi. Ça, clairement. Quel conseil tu pourrais vouloir donner à une jeune ou un jeune adopté qui lutte peut-être dans sa construction d'identité avec ses parents? Bien sûr. Alors, je pense que c'est important déjà, c'est assez paradoxal de dire ça, mais je pense qu'il faut se faire violence. Je précise, je vais bien insister sur ça. Moi, les moments où j'étais au plus bas de ma vie, c'était les moments où j'étais le plus fertile au niveau de ma production, au niveau de ma manière de fonctionner. En fait, je pense que c'est important aussi d'accepter, et c'est ce que je dis souvent dans les écoles dans lesquelles je suis, et dans lesquelles je travaille avec les jeunes. En fait, souvent, on apprend aux jeunes à produire du mimétisme, à produire des êtres écervelés, mais pas des êtres qui sont capables de se dépasser, même si la vie est difficile. Et je pense que ça, c'est le premier conseil que je peux donner aux jeunes qui se recherchent, aux adoptés. En fait, c'est faites preuve d'abnégation. Il y a des moments où vous ne trouverez pas de réponse, c'est pas facile. Il faut pas être fataliste, mais il faut simplement des fois accepter que on n'ait pas de réponse sur tout, parce que à un moment, je pense que on peut facilement vriller. Et du coup, je crois que c'est important, toi qui es jeune maman, pour des parents, etc., des moments, tout simplement dire, ok, mon enfant il va pas bien, c'est une réalité. Moi aussi, je vais pas bien. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça aille mieux? Et donc, je pense que c'est un choix mutuel qui doit se faire, où les parents, bien sûr, doivent faire cette première approche, doivent des moments passer par ce stade-là. Oui, mais papa, on est un peu quoi. C'est normal, ça fait de partie. pouvoir l'exprimer aussi. Voilà. Et des parents sans doute d'être à l'écoute de ça. Exactement. Et je crois que en plus, ce qui est fabuleux, c'est comme ton podcast, c'est hyper intéressant, c'est le fait que maintenant on a des fabuleux moyens de communication. De s'éduquer aussi. Exactement. Pour les parents peut-être aussi qui ont ce projet, enfin je dis les parents, mais ça peut aussi être une personne seule, enfin toute personne qui aurait un projet d'adoption, en fait de s'éduquer. Exactement. D'utiliser les médias, enfin à quoi tu penses toi? En fait, moi, pour te donner l'exemple, moi mes parents ils disent tout le temps, on t'a attendu 3 ans, on a fait beaucoup de démarches, etc. Et je sais que pour eux c'était, surtout pour mon père, petit clin d'œil, c'était très difficile à certains moments parce que ils disaient mais on est fou quoi, enfin qu'est-ce qu'on a d'anormal, alors que ils prenaient toujours le contre-exemple en disant tout le monde peut faire des enfants, même si les personnes ne sont pas toujours les plus justes. Alors que le lourd passif et le lourd, en quelque sorte, les lourdes démarches qu'on impose ce qui est normal, aux parents qui vont adopter. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, ils sont passés par tout un cheminement
alors que n'importe qui demain qui est en âge de faire des enfants peut en faire. Exactement. Et il va pas passer par un triple test psychologique, etc. Ouais. Donc les parents, il n'y a pas de recette pour être des bons parents. Il faut vivre la situation, la vivre avec le plus de décalage aussi possible, même si c'est pas toujours facile. Mais il n'y a pas que, ce que je voulais dire par là, c'est le milieu scientifique. Je n'enlève pas le milieu scientifique comme... Je pense que c'est important d'aller voir des psychologues, des personnes, etc. Mais il y a plein d'autres manières alternatives, que ça soit des médecines plus douces, que ça soit le fait de se reconnecter, de partir sur sa terre, que ça soit d'aller regarder des podcasts, que ça soit tous les médias et tous les médiums qui peuvent contribuer justement à s'éveiller. Et c'est hyper important de s'éveiller, d'être curieux par rapport à ça. Eh ben justement, puisque tu parlais de retourner sur cette terre, je voulais, retourner sur sa terre, je voulais te parler de ton projet à toi, c'est ça. De Repat. C'est ça, exactement. Donc, c'est un projet que tu as avec ta compagne. Exactement. Donc ma compagne, moi, elle est congolaise, elle s'appelle Kessia, et elle est community manager. Bref, je vais pas faire le CV, mais c'est important de dire qu'on est dans une position on se considère en fait un peu tous les deux comme des hybrides, et on veut être assez flexible. Je sais que maintenant c'est quelque chose qui est beaucoup dans l'air du temps, parce que maintenant on peut partir travel worker, on peut adapter sa vie, et je pense que c'est une opportunité pour la plupart des personnes qui sont dans le doute, dans le questionnement identitaire, etc. Faites le chemin. Nous, on est déjà entrepris il y a quelques années, on a déjà fait un voyage au Sénégal, un voyage familial, et maintenant, il y a vraiment cette idée, à partir de janvier 2025, de partir sur les terres de nos aïeux, de nos ancêtres, tout simplement, parce qu'au final, le continent est très large, et il y a vraiment cette idée de reconnexion avec ces terres, ses origines, où justement, pour ma part, là, je parle comme mon nom, où il y a eu, j'ai l'impression, beaucoup de limites ici en Belgique, en tant qu'Éthiopien, en tant que justement Africain, où il y a vraiment toutes ces questions-là, que j'ai l'impression qu'ils restent dans un entonnoir, ou en tout cas qu'ils restent dans un vase clos, mais au final, qui sont réellement peu discutés. En fait, on parle souvent de l'Afrique comme des terres lointaines, comme des terres qui sont impalpables, mais qu'au final, moi je dis toujours, je suis un être fait de controverses, fait de complexité, mais je me considère comme mon corps est ici, mais mon esprit est vraiment en Afrique. Et donc c'est vraiment cet aller-retour entre le continent que j'ai envie justement de faire germer dans ma vie, et surtout de faire le tour de continent. Ça, c'est mon ambition finale. Et voilà. Un magnifique projet. Voilà. Je vous souhaite énormément de succès là-dedans. Gentil. Mais en fait, ce qui me retient aussi mon attention, c'est que tu es éthiopien, mais c'est vrai qu'en Belgique, on a vraiment une grosse communauté plutôt d'Afrique centrale. Donc, on va dire au niveau de l'immigration noire, Congo principalement, donc RDC. Et donc, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a manqué ? Tu t'es dit que tu aurais voulu avoir peut-être une communauté éthiopienne à laquelle te raccrocher ? Alors, déjà, je pense qu'il y a la barrière de la langue, très honnêtement. Moi, pour ma part, donc, je vous ai dit que je venais du sud de l'Éthiopie, donc de Djima. On parle l'oromia, donc c'est vraiment une des langues nationales. La langue nationale, c'est l'amharique. Et la question, justement, déjà de la langue, la barrière de la langue, a fait que moi-même, je me suis limité. Pas que je le veuille, mais c'est que il y avait ce critère-là aussi. Il faut savoir qu'il y a une grande population éthiopienne, djiboutienne et somalienne, qui est plus dans le nord du pays, ici en Belgique, vers Anvers, vers la Flandre en général, un peu en Bruxelles. Mais les plus grosses diasporas, je dirais, de l'Afrique de l'Est se concentrent plus vers la Scandinavie, donc la Suède, tout à fait. même l'Angleterre et un peu en Allemagne. Et du coup, tout ça pour dire que ici, où j'ai eu vraiment ce besoin de m'identifier, ou en tout cas de rechercher, déjà, je vous ai dit, c'est avec la lecture, avec mes recherches, mais après, c'était la phase, ça fait quelques années ici maintenant que je suis dans un comité panafricain, où je me suis reconnecté justement à mes frères, à mes sœurs qui sont d'un peu partout, que ça soit de l'Afrique centrale, donc du Rwanda, du Burundi, etc., comme justement des amis du Djibouti, comme d'un peu du Maghreb, etc. Donc il y a vraiment cette idée d'élan panafricain, global, qui permet justement à beaucoup de jeunes de pouvoir s'identifier sur une histoire commune. Et est-ce que tu penses que ça, par exemple, dans un contexte d'adoption, ça peut être utile ? C'est hyper de passer utile. Par ce genre de communautés qui sont pas directement liées à l'adoption, mais qui permettent de rencontrer des gens de la communauté, en fait. Très honnêtement, la plupart justement des sœurs, des frères, etc., que je vais rencontrer un peu partout dans les rues, etc., quand j'ai l'occasion de discuter avec eux, je leur propose de venir à une conférence, ou simplement de venir discuter avec nous, parce qu'au final, je me dis que c'est en créant des ponts justement qu'on pourra s'entraider. Et la question justement de l'adoption, moi j'ai d'autres amis maintenant qui sont justement dans différents comités, et il faut pas juste avoir l'étiquette comité, c'est simplement que là, c'est vraiment cette idée-là d'élan généralisé, où je pense qu'on peut vraiment créer une famille générale. Et en dehors, donc là, tu parles vraiment de la communauté noire, et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Mais en dehors donc de la communauté, est-ce que toi, tu as été, au cours de ton parcours, ton adolescence, je ne sais pas, en contact avec d'autres personnes adoptées, donc spécifiquement ? Bien sûr. Donc en fait, donc le Sourire d'enfant, donc l'organisme par lequel j'ai été adopté,
en gros, organise tous les ans, de manière annuelle, 2-3 rencontres. Se passe de manière assez simple, hein. On va manger un bout tous ensemble, Ouais, etc. c'est Et donc, ça. c'est vraiment cette idée de préserver et de maintenir les liens. Parce qu'au final, on va pas se mentir, avec le temps, mais on a tous des agendas de vie assez Ouais, chargés. c'est ça. On va un peu se disperser. Et du coup, je pense que c'est très, très familial. Et pour ma part, j'ai gardé de très bons contacts avec des Vietnamiens, avec des Éthiopiens, enfin bref, avec des pays d'un peu partout. Et c'est ça qui est plaisant, c'est qu'en fait, j'ai participé encore il y a 2 ans à un super projet qui permettait de vulgariser l'adoption. Ok. Et ce projet, ça n'a rien à voir avec ici Sourire d'enfant. C'était avec justement une amie, une Oui. Éthiopienne, qui vit sur Paris et qui a permis de justement démocratiser comment via l'art, donc via des clichés, des photos, etc. On a exposé et avec Ok. une petite phrase de chaque adopté qui permettait de parler de notre parcours. Alors moi, je disais justement, en fait, j'ai plus subi le racisme et les discriminations plutôt que l'adoption. Au Ok. final, ça se marque pas sur mon visage que je suis adopté, mais c'est vrai que on garde des liens via les groupes Facebook, etc. Et on s'adapte, en fait, on est des caméléons, tout simplement. C'est hyper inspirant. Et enfin ouais, je trouve ça dingue que il y ait voilà des gens qui se rencontrent et qui se lient et qui se soutiennent, enfin, un peu qui viennent des quatre coins du monde C'est sans ça. vraiment savoir spécialement en fait d'où on vient, mais en fait qui sait vraiment en fait. C'est C'est ça exactement la ça. vraie question, tu vois. Parce que même moi, en tant que congolaise, mais née belge, avoir grandi ici, j'ai pas connu mes grands-parents, j'ai que très très peu d'enracinement par rapport à ma famille qui est au Kivu, tu vois, donc cette zone de guerre. Et ben, même moi, tu vois, je suis complètement paumée par rapport. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui résonnent de ton vécu, qui est très singulier, même si toutes les histoires d'adopter ne tiennent pas dans ton vécu. Mais en tout cas, ça résonne alors que j'ai pas vécu d'adoption. Donc voilà. Mais je pense qu'on se retrouve un peu tous dans ce que tu dis, hein, parce que bon, je te parlais de ma compagne donc qui est congolaise, Ouais. et elle vient plus de Lubumbashi, et donc c'est vrai qu'il y a cette question-là de voilà, est-ce que je sais que nous on a souvent le débat à la maison, c'est moi je me retrouve peut-être moins justement dans cette africanité en quelque sorte, si je dois le dénommer comme ça. Et je sais que elle a pas ce cheminement-là. Mais par contre, c'est vrai que il y a cette quête. En fait, il y a une quête justement qu'on essaie je pense, de porter, et que des fois qu'on fait porter sur le poids de beaucoup de jeunes, en fait, qui est de cette reconnexion avec le continent. Ouais. C'est pas donné à tout le monde, et je pense que c'est pas une fin en soi. Pour ma part, je pense que c'est quelque chose sur lequel je veux vivre ma vie en Afrique maintenant, parce que je pense que j'ai Ouais. fait le tour ici en Europe. Non pas que ça soit un point final, mais en tout cas, c'est 3 petits points. Et je pense réellement qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ce questionnement-là. Et ce questionnement-là, je crois que c'est pas juste propre aux Africains, mais je pense que nous, en plus, il faut Ouais. le dire, il faut l'assumer, on a tout ce passif-là, qui fait que il faut avoir cette fierté d'être noir, de s'assumer, et il faut pas, en quelque sorte, attendre que ce soit les autres qui nous poussent. Et pour ma part, moi, c'est comme ça. En fait, Ouais. que je me suis toujours considéré comme africain. J'ai toujours été fier d'être noir et de mon appartenance. Et je pense qu'en fait, c'est de la méconnaissance, justement, que peut venir, justement, cette forme de fragilité que dans certaines personnes de la communauté peuvent subir, en fait. Ouais. C'est Ok. justement ce manque d'identité, d'identification des modèles. Et pourquoi le Sénégal? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, le Sénégal, moi déjà, je t'avais expliqué qu'il y a la barrière de la langue. Et du coup, le fait que je n'avais pas encore l'amharique, donc la langue nationale de l'Éthiopie, le Ouais. fait qu'il y a encore tout ce passif, etc. Et parce qu'en fait, j'avais déjà été au Sénégal il y a quelques années. Et donc, j'ai de la famille qui vit sur place. Ouais. J'ai c'est ça. vraiment déjà été dans des écoles où j'aime bien, justement, déjà discuter avec les jeunes, où j'ai vu qu'il y avait vraiment un vrai élan qui est en train de se passer. Que ça soit un élan, justement, plus généralisé, politique, Ouais. ou que ce soit tout simplement un élan plus local, où je sais qu'il y a des circuits courts qui sont vraiment hyper développés, où il y a de l'entraide, où il y a vraiment une l'Ubuntu, il y a vraiment cette idée d'organisation africaine. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Puisqu'au final, ici, je vais pas vous mentir, j'ai l'opportunité de travailler, j'ai l'opportunité de faire mes vieux jours ici, mais je trouve qu'en fait, on mérite mieux, sans manquer de respect ici à ce que la Belgique peut nous apporter. Je trouve qu'on mérite mieux et qu'il faut absolument retourner sur son continent. C'est pas une fin en soi, mais je pense qu'au moins une fois dans sa vie, cette question-là arrivera tôt ou tard. Et du coup, je crois que si on a l'opportunité, il faut la Ouais, prendre. il faut la et saisir, quoi. Et l'Éthiopie, Oui. est-ce que tu es retourné en Éthiopie? Je ne suis jamais retourné encore en Éthiopie. Il y a le projet qui était justement de retourner. Ouais. Donc le projet, c'était ici, j'avais acheté des billets. Donc d'ailleurs, on fait le petit placement pour Ethiopian Airlines. Voilà. Super voilà. compagnie aérienne. Voilà. C'est fait. Qui aide beaucoup de nos frères ici congolais. On va pas se mentir. Oui, pour pouvoir faire la première escale et puis ensuite Voilà. on connaît. Exactement. Mais donc ça pour dire que j'avais réservé mes billets ici en octobre 2023. Ouais. Je devais partir ici en novembre, et la question était hyper présente. C'est un voyage que je préparais depuis toujours, etc. Ouais. Et donc c'était vraiment une quête, parce que voilà, ça fait 27 ans
20 ans que j'ai réfléchi, etc., que ça a germé. Mais c'est vraiment ces dernières années-ci où je me suis dit, voilà, je sais quand j'arrive à une phase où je vais bientôt avoir des enfants, et ce questionnement-là de qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants. Ouais. Et du coup, pour moi, et ça c'est la petite anecdote, je me sentais illégitime à l'idée de pouvoir avoir des enfants sans jamais avoir été dans mon pays. Voilà, c'est une question, je pense, qui peut revenir pas spécialement pour les adoptés, même pour des familles, etc., qui vivent ici, de cette question de légitimité. Tout à fait. Alors, je pense que j'ai beaucoup appris de mes parents qui m'ont dit, voilà, tu seras jamais réellement légitime, tu dois te laisser porter. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut se dire. À un moment, c'est avec les expériences et vraiment avec le fait de se dire, à un moment, on casse nos barrières et on parvient justement à se dépasser. Et je pense que je me suis laissé porter. Mais donc, tu as préparé ce voyage. Exactement. Mais tu n'y as pas été. Je n'y ai pas été parce qu'en fait, c'était contre mon gré. C'est qu'en fait, dans le nord du pays, dans la Tigré. Exactement. La zone du Tigré, en fait, j'ai pas mal d'amis qui sont en Éthiopie et qui m'envoient des informations régulièrement. En fait, il y a la difficulté justement de pouvoir se mouvoir sur place. Pourquoi ? Parce que déjà la zone du Tigré qui prend une grande partie de ce conflit en Éthiopie et dans la Corne de l'Afrique, en plus du fait qu'il y a eu des heurts au niveau justement de la Corne de l'Afrique vers la Somalie, en plus du fait que c'est une guerre assez hybride, fait qui peut justement, qui n'est pas comme justement tu parlais au Kivu par exemple, qui est une guerre plus géographiquement parlant, très localisée. Très localisée. Ouais, c'est ça. Où là c'est très complexe. Ça déborde un peu. Exactement. C'est très. Ok, donc en fait au niveau de la raison sécuritaire. Voilà. C'était la raison sécuritaire et pour ma part, voilà, c'était une question aussi. Ça ne comprenait pas que moi, ça comprenait. Il y avait d'autres facteurs, mes parents, etc. Et je pense que c'est un voyage qui est postposé et qui est bien sûr va bientôt arriver parce que je le souhaite. Ouais. Et est-ce que tu l'appréhendes aussi d'une certaine manière ? J'appréhende très honnêtement. C'est une question. Voilà, je pense que il y a des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie. Il y a des moments où je crois que tu te recherches. Il y a des moments où tu questionnes. Mais il y a rien à faire. C'est vraiment te reconnectant. La première sensation que j'ai pu éprouver justement de me reconnecter, c'était le moment où je suis arrivé la première fois sur le sol africain. C'était à Dakar. Quand je suis arrivé à Dakar, j'ai fondu en larmes. J'étais comme chez moi. J'ai su à ce moment-là que ma destinée, elle allait se trouver en Afrique. Et je devais y arriver par tous les moyens. 5 ans plus tard, là, je projette, j'ai envie d'y retourner. Parce que justement, j'avais un appel et c'est un appel transcendantal en fait. Même plus que la spiritualité, c'est quelque chose c'est une quête de vie. En vrai, je vais te faire une confession que je n'ai pas souvent faite. C'est que moi, je suis retournée en RDC, donc à Kinshasa, en 2017. Et pour une raison hyper bizarre, j'ai pleuré sur tout le trajet en voiture. C'est ma mère qui est venue me chercher à Njili. C'est ça. Et genre, je sais pas t'expliquer, j'ai fait que pleurer dans la voiture et elle m'a rien dit. Donc en fait, on n'a jamais reparlé spécialement de ce moment. Elle m'a pas demandé pourquoi je pleurais. Et en fait, je sais même pas t'expliquer. C'était aussi un peu une expérience hors sol. C'est ça. Voilà. En fait, je crois que en chacun de nous résonne en fait ce déracinement. Alors c'est un déracinement, même si on pense se réenraciner ici, je pense que il y en a rien à faire. C'est ta maison. C'est ta maison et le fait que chez toi, ton continent, il y a tout. C'est un patrimoine. Il y a toute une ancestralité qu'il faut pas négliger et que je pense ici en tant qu'Éthiopien adopté, je pense que j'ai eu trop tendance, peut-être à certains moments de ma vie, à mettre de côté. Et c'est vraiment ce moment-là où je suis arrivé, je me suis rendu compte que il y a tout à faire sur le continent. Ouais, tout à fait. Mais je pense que quand tu parles de mettre de côté, je pense que c'est aussi une stratégie de survie. Exactement. Déjà de base, dans un de nos échanges, tu me disais que je suis un survivant. C'est exactement comme ça que je te vois. Exactement. C'est vraiment un survivant et en fait, voilà, la vie t'a donné vraiment plein de choses hyper intéressantes via ton adoption et qui font la personne que tu es avec cette curiosité, ce besoin de connaître l'histoire, cette recherche de l'identité qui est juste, dithyrambique pour ceux qui connaissent le mot. Vraiment, j'ai la sensation qu'en fait tu vas plus loin qu'un très très grand nombre de personnes. Ça doit être parfois fatigant. C'est fatigant. J'espère que tu te reposes parfois. Hein. J'essaye. Bon, je vais pas te mentir, hein. Petit Netflix et ça dort tout seul. Mais j'avoue que des fois, ce questionnement-là, et je pense que ça fait partie de ma nature. Je suis comme ça et je changerai pour rien au monde. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que il faut parvenir à déléguer. Et c'est ça, en fait, à certains moments, qui est pas toujours facile dans la vie d'un homme avec un grand H. C'est ce moment-là où tu parviens à te dire, voilà, j'ai fait mon bout de chemin et maintenant, c'est tout bénéf pour moi. Il y a plus cette question incessante qui revient dans ta tête où tu dois te challenger tout le temps, tu es toujours en course avec toi-même. Tu dois pas tout le temps te surpasser, tu peux aussi, tu es là, tu t'acceptes et tout à fait. Voilà. Mais parmi toutes ces choses que tu as vécues, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose
un tournant que tu as eu dans ta vie que tu aurais envie de partager? Même si tu nous en as déjà partagé pas mal. Hein. En fait, c'est un tournant qui n'a rien à voir avec l'adoption. C'est assez particulier. C'était le moment, en fait, où c'était à l'âge de 16 ans. Ouais. Non, 17 ans, pardon, toi pour moi. Je me suis cassé la jambe. J'étais un fou de basket. J'ai aimé le basket, mais je suis un amoureux de basket. Ouais. Et j'ai joué pendant 15 ans. Et le moment où je me suis cassé la cheville, donc malléole, péroné, ligament, c'est quand même solide, on va pas se mentir. Ce moment-là, c'était vraiment dans la blessure physique où je me suis reconnecté à moi-même. Je me suis aperçu en fait qu'il y avait beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu vas faire preuve maintenant? De résilience, d'abnégation, de survie une nouvelle fois, mais surtout de moments où tu vas passer par des hauts et des bas. Et c'est vraiment ce basculement-là, je dirais, dans ma vie, qui me fait prendre conscience que maintenant, la vie t'appartient. Ouais. Et c'est bizarre, mais c'est vraiment dans ce moment où j'apprenais à être rééduqué, vraiment, rééduqué, remarcher. Ouais. C'est vraiment la métaphore. J'ai réappris à remarcher, en fait, il y avait ce truc-là de... j'ai l'impression, en fait, que j'avais réappris à voir aussi la vie. Okay. Ça peut paraître un peu même philosophique, mais il y a vraiment ce questionnement-là. Je pense que c'est intéressant parce que la blessure du corps qui t'a sans doute immobilisé pendant un moment, qui t'a empêché de pratiquer... Voilà, c'est ça, un bon moment. Une grossesse, je te le dis, c'est long. Mais en fait, c'est long pour penser. Hein. C'est long pour... Et donc, en fait, tu tournes dans ta tête, tu commences à reparcourir. Et en fait, toute cette discussion qu'on a, elle m'amène juste à une question. Tu dirais qu'il y a désolé de te ramener encore une fois à l'adoption, mais c'est parce que t'es tellement une mine d'informations que j'en profite tant que t'es en face de moi. Pour ça. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur l'adoption que t'aimerais bien Je pense que il peut avoir le cliché ah oui mais ta maman savait pas avoir d'enfant, ah oui mais c'est pas ton cas? Non, c'est pas mon cas. Maman, puisqu'elle a eu t'as une petite sœur. Oui, voilà. Et même pour défier la chronique, elle a eu très tardivement. Donc c'est pour dire aussi que des fois la nature elle fait des choses magnifiques. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on est nourri aux préjugés, mais c'est à nous justement d'apprendre à déconstruire et apprendre justement à avoir ce recul. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment cette idée de mobiliser un maximum de ressources. Essayer de permettre à vos parents aussi d'apprendre, de pouvoir se dépasser et de pouvoir être armés de savoir. C'est important. Et du coup, par là, je crois que je dirais que oui, non, l'adoption, j'ai pas eu de grosses blessures par rapport à ça. Non, j'en ai pas comme ça qui me viennent des moments. Mais je pense que en fait, tu l'as déjà dit, donc tu avais déjà anticipé. C'est qu'aussi, tu as dit, moi, le truc qui m'a le plus fait souffrir, c'est plus le racisme que l'adoption. Là, par contre, je peux te donner des cas si tu veux. Mais un cas, moi, très, très commun que j'ai pu avoir, c'est le délit de faciès. Bah, en fait, il faut savoir que mes parents sont séparés depuis, pas mal de temps, depuis que je suis tout petit, on va dire. Alors, ils sont restés en très bons termes. J'ai toujours une très bonne relation avec les deux. Avec les ça deux. pour dire que mon père, lui, est retourné en France. Et donc, le moment où moi, je vais souvent en France, le voir, le visiter. Okay. Et à ce moment-là, j'ai régulièrement, en plus à la période du plan Vigipirate qui avait été lancé lors des attentats en France, il y a eu un durcissement, mais tout ça pour dire que toutes ces phases-là de ma vie ont fait que le délit de faciès, alors peut-être c'est un cas parmi tant d'autres, mais en tout cas a été très présent dans ma vie parce que j'aime beaucoup voyager, j'estime que dans le voyage, c'est une philosophie de vie, mais du coup le délit de faciès, en plus du fait que voilà, maintenant il va y avoir les élections, il y a tous ces questionnements-là de est-ce que je suis à ma place ici? Moi, en tout cas, j'ai eu un profond rejet. Je vais pas te mentir, un profond rejet par rapport à la Belgique, par rapport à ces questionnements-là d'identité. Alors, identité non pas par rapport à l'adoption, mais par rapport justement en tant que communauté. Parce que je ne me vois pas juste en tant que personne, mais je me vois en tant que communauté. Et donc, tu veux dire que en Belgique, tu as eu des sensations de, en fait, je fais pas partie de cette communauté, vous me rejetez? En fait, très honnêtement, moi, sur papier, je suis belge, mais mon esprit, il est pas belge. Parce que non pas que je refoule, je trouve qu'il y a énormément de très bonnes choses, mais qui sont pas faites pour moi en fait, tout simplement. J'ai eu une superbe école de vie ici, une bonne éducation, etc. Mais je sais que j'ai fait mon chemin ici. Et je crois que à certains moments dans nos vies, il faut accepter que on faut pas forcer, il faut pas forcer les choses. Et je crois que, comme je te disais, il va bientôt avoir les élections. Pour moi, c'est le facteur de trop, parce que je trouve que chacun est libre de penser ce qu'il veut, enfin ce qu'il veut. Et pour ma part, je trouve que je ne veux pas être catégorisé comme le noir un tel, comme le ci, le là. Je pense que justement, je veux être avec des personnes qui me ressemblent. Ok. Voilà, c'est très... Et du coup, parce que je vois pas le lien avec l'élection, tu veux dire que, en fait, tu te reconnais pas dans les gens pour lesquels tu devrais voter ou t'as l'impression, voilà. Tu as totalement lu entre en fait, il y a aucun programme qui va répondre vraiment. Je pense que les gens sont, et c'est pas pour
décrédibiliser. Je pense qu'il y a de personnes qui sont sincèrement bonnes. Et je pense que, et ça c'est de manière générale dans le monde, je pense qu'il y a un décrochage de la politique en général. Ouais. Et le truc, c'est que moi, ma politique, ce n'est pas, en tout cas, ce qui est prêché ici, les grands courants politiques À et gauche, à socialistes. droite, ouais, Pour non. moi, ça veut tout et rien dire. Pour moi, ce sont bien sûr des réalités, Ouais. mais qui ne doivent pas prendre le pas sur les valeurs communes. Et je trouve que moi, mes valeurs communes sont justement des valeurs qui me sont chères, qui sont la famille, qui sont justement la transmission, qui sont justement léguées justement à un continent, à des personnes justement, ce que j'estime être le panafricanisme actuellement. Du coup, pour répondre juste à ce que tu me disais, je crois que les élections, en fait, au final, nous détournent réellement de qui nous sommes. Voilà. Comme on parle de racisme, je voudrais revenir sur Amandine Gay. Oui. Tu la connais? Je connais cette production. Tu connais ses c'est travaux? Ça, oui. Donc, c'est pour nos auditeurs et nos auditrices. Amandine Gay, c'est une grande réalisatrice, Oui. scénariste. Elle est aussi, elle est afroféministe. Elle fait plein de choses. Et elle est aussi adoptée, pour le coup. Donc, elle est évidemment non blanche, vous l'aurez compris. Et une des choses qu'elle dit, c'est que, en fait, l'adoption, c'est quelque chose qui est réservé aux personnes cis, hétéros et d'une classe sociale aisée. Et donc, elle dénonce pas mal de mécanismes racistes qui peuvent découler en fait de ce type de processus. Donc, désolée, j'ai vraiment fort résumé. Évidemment, allez voir ses travaux. C'est beaucoup plus complet et exhaustif que ce que je viens de dire en 2 lignes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de grandes thématiques que tu viens d'amener. Je comprends en tout cas cette vision-là. Je pense qu'en fait, il faut aussi se décrocher à certains moments de la vision assez manichéenne d'une situation. L'adoption est réservée qu'aux blancs, entre guillemets. Là, je grossis les traits. Mais je parle bien de la... J'ai pas bien précisé, tu me fais remarquer. Bien sûr. Je parle de l'adoption transnationale. Ok. Voilà. Alors, elle n'est pas réservée qu'aux blancs, parce que j'ai vu en Amérique des trucs comme qu'on peut voir qu'en Amérique, je pense, mais avec des familles noires qui adoptent des enfants blancs, donc ça existe aussi, mais c'est quand même minoritaire. Bien sûr. On va pas se mentir, on va parler français. Donc, tu disais donc qu'il faut pouvoir se détacher donc d'une vision manichéenne, mais qui je pense pas est celle de Amandine Gay. C'est plus moi qui ai interprété avec mon prisme. Ok. Ouais. Moi, je pense que la difficulté, en fait, c'est que on cherche plus à s'opposer plutôt qu'à se réunir. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérives. Les dérives sont bel et bien présentes dans toutes les communautés, à tous les niveaux et dans tous les niveaux sociaux. Par contre, le fait que l'adoption soit quelque chose de très clivant, je pense que c'est du ressort aussi de la politique de manière générale. Ouais, la politique par de l'éducation, de la pédagogie et tout ce que ça comprend. Je pense qu'il y a, d'une part, beaucoup de mots MAUX qui sont présents ici en Europe. Oui. Ça, c'est une réalité. Le fait que, justement, on banalise peut-être, ou en tout cas, on minorise certaines populations, qui sont les Noirs de manière générale, et en quelque sorte que les adoptés, les métis et toutes justement nos particularités qui font qu'on est africain, mais qui en fait nous, je vais bien trouver les bons mots, qui nous rassemblent plus qu'elles nous divisent, en fait, sont en quelque sorte, selon moi, je dirais pas ça, mais je pense plus de la distraction intellectuelle. Je pense qu'en fait, le débat n'est pas là. Pour ce n'est pas sur l'appartenance, ni sur la... Je pense que le débat est sur on est divisé, c'est une réalité. Comment est-ce qu'on se réunit? Pensons ce qui est concret. Et je crois que souvent, en fait, la question justement d'une telle appartenance, un tel statut social peut en quelque sorte nous détourner de notre propre vérité. Pour ma part, je pense que je devrais plus me renseigner par rapport à cette question, mais j'ai pas nécessairement une idée figée de la situation elle-même. En tout cas, je n'ai pas une idée. J'aimerais bien un peu plus l'explorer, concrètement. Oui, mais c'est vraiment tout à ton honneur. Et en fait, ça me fait aussi penser à on l'avait abordé autrement, mais au fait qu'on donne peut-être pas souvent assez la parole aux personnes adoptées, qu'on a trop tendance à les voir comme des victimes et à se dire, faut pas en parler, qu'il y a peut-être des tabous, et que aussi une autre partie qui est invisibilisée, c'est souvent les familles biologiques pour des raisons pratico-pratiques, mais qu'elles ont aussi leurs propres histoires, leurs propres récits de vie. Et mais parce que je pense que, comme tu dis, tu parles très bien de cet aspect-là. Souvent, on voit l'adoption comme un acte figé. Et très vertical. Exactement. C'est ça. Un acte qui se pose dans le temps et qui, en quelque sorte, qui n'est plus, on peut plus se rétracter, on peut plus penser, en fait, après l'adoption. Mais si, on peut toujours penser. Et c'est de là où je crois que c'est très important de pouvoir faire ce lien-là.
s'il y a des ressources, s'il y a des personnes qui sont encore biologiquement en vie, en fait, tout simplement, qui sont encore là, si tu as encore des personnes que tu peux encore les rencontrer, vas-y, saute sur l'occasion. C'est vraiment le message que j'ai à donner aux adoptés. Ouais. Mais par contre, je pense aussi qu'il faut faire sa propre expérience. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'aime dire aux enfants, c'est qu'au lieu de projeter, Ouais. au lieu de, en quelque sorte, faire preuve de mimétisme par rapport à tout ce qu'on apprend, faites preuve aussi de rigueur par rapport à votre vie et des moments où c'est plus difficile. Il faut accepter que c'est plus difficile. Moi-même, c'est très difficile. Des fois, je vais pas vous mentir, il y a des moments où tu te poses des questions, tu te dis, Ouais. est-ce que je suis à ma place? Est-ce qu'il y a des moments où c'est facile? Non, c'est la vie. Et tout simplement, faites votre propre expérience. Moi, la mienne, pour l'instant, elle commence à s'écrire vers l'Afrique. Après, ça veut pas dire j'ai envie C'est de pas voyager. figé, ouais, c'est C'est pas ça. figé. Tu restes Profitez de la ouvert, vie. quoi. C'est très important. Et en fait, moi, quand je t'écoute, après, on se parle depuis à peu près 1 heure et Ouais, demie. bien sûr. Voilà. J'imagine que tu as encore 1 milliard de facettes. Ouais. Mais de ce que j'entends, tu as un récit très, très positif, optimiste, qui m'a mis d'ailleurs le sourire à plein de moments. Ouais. En fait, pour moi, ton récit d'adoption, il s'est bien passé. Mais par contre, j'ai déjà entendu pas mal d'histoires dans lesquelles, en fait, ça se passait moins bien. Qu'est-ce que tu penses de ça? À part que, oui, évidemment, Bien t'as sûr. pas la réponse à tout. Non, Et je te dis un truc très vague. D'office, moi, je pense, en fait, je vous dirais, regardez votre voisin. Regardez même au sein de votre famille. Regardez les gens autour de vous. Est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes? Ils n'ont pas des pansements, des blessures? Il faudrait aussi, je dirais, peut-être soigner. Je crois qu'en fait, c'est pas juste propre aux adoptés, mais c'est vrai que je crois qu'il y a des manquements sur lesquels peut-être, contrairement à des personnes qui ont tout le récit, qui est justement, Ouais, qui savent mais d'où ils voilà, qui est viennent. très fluide, d'une Ouais, voilà, certaine c'est manière. ça. Que c'est plus fluide. L'information est Voilà. disponible. Ils peuvent aller la chercher ou pas. C'est leur choix. Voilà. Là, vous n'avez pas vraiment le choix, en fait. Exactement. En fait, je crois qu'on est je dirais, dans une situation où on doit essayer de se dépasser. En fait, on est amené à se dépasser parce que on part avec des manques. Et ces Ouais, c'est manques-là, ça. soit tu les combles, soit tu tombes. Et je crois que c'est la vie. En fait, soit tu te relèves, et c'est ce que j'essaie de dire aux enfants. Je vais vous donner une petite métaphore. Puis je m'arrêterai sur cette par rapport à métaphore, mais j'aime toujours bien que On adore les que vous métaphores. ayez une image. On veut bien encore une métaphore Voilà. supplémentaire. Tu es maman, c'est bien ça. Toi, tu es Oui. maman. Oui, Ok. je suis maman. Pour toutes les mamans, pour tous les papas qui sont là. Ça fait 12 ans et j'ai pas encore d'enfant. Voilà, j'ai pas envie de me faire tirer dessus. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des enfants avec lesquels je travaille, que ce soit dans les cours de récréation, etc., un exemple frappant. J'ai dit une amie qui s'appelle Rika il y a pas très longtemps en plus. C'était, en fait, le fait que quand votre enfant tombe, arrêtez de pleurer avant lui. Ça ne l'aidera pas dans sa vie et dans son cheminement intellectuel aussi. Parce qu'en fait, l'enfant qui tombe, c'est lui, si vous pleurez avant lui, alors je dis pleurer, mais vous vous inquiétez pour lui, Ouais, c'est ça. ça va déjà de produire un enfant qui va être en quelque sorte dépendant des parents et qui va en quelque sorte toujours avoir besoin de quelque Ouais, chose, c'est ça. alors qu'il n'apprendra que par lui-même. Et ça, c'est très important. Surtout en tant qu'adopté, on apprend aussi à se débrouiller. Ouais. Et c'est cette débrouillardise-là qu'il faut absolument essayer de stimuler chez les enfants et de manière générale, même chez les parents, en fait, tout simplement. Mais en fait, c'est intéressant parce que quand tu m'as dit, on commence la vie avec des manquements et donc on doit se surpasser. En fait, c'est ça. Dans votre cas, c'est l'adoption et c'est quand même, bon voilà, ça peut créer un grand vide. Mais dans d'autres cas, comme tu dis, ça va être une famille avec pas de moyens, un parent qui est décédé. Enfin, voilà, toute une série de choses, des parents séparés. Chacun a son vécu, donc C'est ça. chacun chacune. Et ça me fait vraiment relativiser par rapport à cette question et la mettre un peu dans une vision un peu plus grande. Et c'est vrai, qui n'a pas dans son entourage une personne qui va juste pas bien et voilà. Mais ça m'intéressait d'explorer voilà ces récits où on a l'impression que l'enfant adopté trouve pas sa place par rapport à ses frères et sœurs. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'avais été à un salon de coiffure et ça m'avait frappé. Et je pense que tu as parlé aussi de la coiffure. Et c'était Exactement. un des éléments pour lesquels tu t'étais distingué de ta famille. D'office. Enfin, distinguer, en tout cas, je me suis rapproché. Et à certains moments, c'est pas compris. Enfin, pas compris. Pas dans le sens Tu t'es péjoratif. rapproché de la communauté, tu veux dire la communauté noire Oui, non. via ton apparence. Oui et non, en fait. Enfin, c'est assez complexe, en fait. Je suis passé par tous les stades. J'ai eu Rastad, Dread, Locks, bref, tout. À l'époque où j'avais des cheveux. Ouais, oui, c'est ça, je j'allais tapais dire. sur les doigts. Non, mais je m'assure, rigole. et c'est un plaisir en quelque sorte. Et pour moi, l'esthétique et le fait justement de s'assumer, ça Ouais. passe aussi par le fait de se connaître. Et du coup, pour ma part, bon, voilà, là je suis clash, on va dire. Clash cop. Kovo, on va pouvoir Ouais, dire. c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est aussi un moment pour mes parents
tout simplement, ils apprenaient Ouais, aussi ils via la découvraient, coiffure. quoi. Ouais, Bah, c'est ça. le fait que justement, ils doivent me peigner, le fait qu'il y a vraiment il faut entretenir les cheveux, le fait il y a énormément de soins, en fait, qui sont apportés. Pas juste des soins esthétiques, mais des soins aussi corporels, tout simplement. Ouais. Avoir de la La crème. peau, oui, c'est Il y a ça. plein de On choses. a des peaux plus sèches. En tout cas, avec le calcaire, là, ça marche pas. Donc, Mhm. il faut, et c'est pas spécialement, ça fait pas partie de la skin routine Exactement. d'une personne blanche. Ça, c'est Exactement. une évidence. Et Tout à fait. comment ils se sont débrouillés avec ça? Bah, mes parents, très honnêtement, ça va faire un peu cliché, on va pas se mentir. On allait ici à Port-de-Namur. C'est très simple. Attends, ils Ou prennent des simplement- solutions simples. Voilà. Maintenant, sache que ça s'est démocratisé, mais quand toi, t'étais ado, en vrai, il y avait pas 1000 choix. Exactement. Mais maintenant, il y a plein de différents types de salons, plein d'endroits différents. Il y en a Donc, plein, voilà. et je pense que tu en donneras des meilleurs que moi, parce que, voilà, mais ce que je peux dire par contre, c'est effectivement, ils m'ont toujours soutenu. Ça, c'est très important. Ouais. Peu importe, c'est qu'ils ont toujours été présents, et ça, au final, je peux que les remercier. Est-ce que je peux te poser une question par rapport Bien à ta sûr. sœur? Bien sûr. Quelle relation vous avez? On a une très bonne relation, une relation justement qui est encore plus, ça je ne l'ai pas dit. En fait, ma sœur, elle est arrivée d'un remariage, en fait. Ouais. Elle est à moitié belge, à moitié italienne. Ok. Et du coup, il y a aussi, pour elle, c'est paradoxal, mais il y a aussi ces doubles cultures. En Bien fait, sûr. voire triple, parce que ma maman est aussi française. Ouais. Et du coup, c'est très intéressant de pouvoir aborder des sujets aussi profonds. Alors, ça s'est fait maintenant depuis peu, parce qu'au final, on a 7 ans d'écart. Ouais. Donc, avec le temps, c'est vrai qu'il y avait le grand frère et C'est ce que j'allais la dire. petite sœur, allez, Vous restez au côté. ouais, voilà. vous restez frères et sœurs. Voilà. Je veux Il y a des moments où on se comprend pas, et des moments où évidemment, on aime plus se 7 ans piquer. d'écart, c'est normal. Enfin, jusque-là. Mais voilà. la question du retour devait se faire avec ma sœur. Ou justement, quand j'étais plus jeune, elle se posait pas parce que ma sœur n'était pas encore là. Ouais. Et du coup, c'est vrai, ou était toute petite. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait cette question de, maintenant, on parle de sujets d'adultes. Je parlais je dirais de stade plutôt générationnel. Ouais, Maintenant, c'est vrai qu'elle a 20 ans. On peut aborder des sujets plus sensibles, des sujets qui étaient peut-être plus tabous. L'amour, les relations hommes-femmes, enfin bref, plein de choses. Et du coup, c'est vrai que l'adoption, au final, elle a toujours été hyper ouverte. Ça me touche beaucoup, parce qu'au final, c'est quelque chose, elle a été mes yeux à certains moments. Ouais. Et du coup, c'est vrai que même maintenant, avec toutes les grandes questions de décolonisation, les questions de féminisme, etc., qui sont très... Ça la moi-même, touche. Ça la touche beaucoup. Ouais, elle est engagée. C'est une jeune femme, Ouais. c'est une très belle femme. Et du coup, c'est vrai qu'il y a toutes ces questions-là de, voilà, comment est-ce que je dois me comporter dans la société. Et moi-même, qui ai mes yeux d'homme, noir, qui suis justement plus âgé, et donc j'apprends tous les jours d'elle. Et c'est ça pour moi qui est fabuleux. C'est pour ça en fait aussi que la question de intergénérationnelle pour moi est essentielle. Et ça, j'insiste, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est reconnectez-vous. Et en plus, ne négligez pas justement vos vieux, comme on pourrait le dire poliment. Ils ont plein de choses à nous souvent, apprendre, quoi. Ouais. On a trop tendance, je pense, et je parle en tant que jeune, qui est t'as 27 ans, hein. Voilà. Qui est justement de se penser, je dirais, on croit tout savoir, alors qu'on a tout à apprendre. Et ça, c'est très, très important. C'est vrai, il faut chérir nos parents. Ils ont énormément de choses à nous apprendre. Mais en vrai, ce que je voulais te dire, c'est que c'est hyper, voilà, c'était un échange hyper intéressant pour moi. J'ai appris énormément. Je pense que tu vas être content de ça. J'ai appris sur de la géographie, sur de l'histoire, sur l'Éthiopie. Enfin bref, tu nous as fait sur l'anthropologie. Tu nous as fait un cours magistral là. Donc franchement, c'est incroyable. Mais ce qui est super beau aussi, c'est l'amour que tu as l'air de porter à tes proches. Bien sûr. Et donc voilà, papa, maman, vous avez fait un bon boulot. Donc voilà, j'espère qu'ils écouteront ce podcast. Bien sûr, ils écouteront. Et voilà, j'admire la façon dont tu t'es battu en fait face à tes questionnements identitaires. Et je trouve vraiment que ça me donne envie de dire aux personnes adoptées, du peu que je sais, c'est retrouvez-vous entre vous et continuez à créer des liens. C'est le mot que tu as dit, hein, le lien. Créer du lien. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Je sais pas si tu as un dernier mot que tu voudrais... J'ai un dernier mot. Ouais, déjà, je voulais te remercier parce que j'ai l'opportunité de m'exprimer. Et pour moi, ça me touche beaucoup. Donc vraiment, sincèrement, merci. C'est vraiment, pour moi, continue à faire ça parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut vraiment tous nous aider. Moi, si j'avais 2 mots, quand même, parce que c'est quand même important de bien conclure les choses. Ouais. Déjà, n'hésitez pas à franchir la montagne. La montagne qui est des fois devant nous, c'est des fois un obstacle, mais les obstacles sont faits aussi pour être contournés, pour être aménagés, et le fait de se surpasser, c'est hyper important. Donc, si vous voulez entreprendre des projets, si vous voulez essayer justement de créer des ponts comme nous, on est en train de le faire, si vous voulez essayer de vous reconnecter à vos racines, etc., sautez sur l'occasion parce qu'à un moment, il sera trop tard. Et il faut aller vraiment, je dirais, contre des fois que c'est notre soi intérieur. Ouais. Même si des fois ça nous dérange, il faut parvenir à se dépasser, c'est très très important. Deuxième chose,
moi, le moment de ma vie qui était aussi un facteur, je dirais, clé Oui. dans mon développement spirituel, je dirais intellectuel et tout, ça a vraiment été la lecture. La lecture, ça a été un moment un échappatoire qui m'a permis justement de me reconnecter, Oui. d'apprendre, mais surtout d'explorer des dimensions sur lesquelles, des fois, j'avais pas de réponse. Ouais. Et la lecture qui m'a permis le plus de me développer, ça a été James Baldwin. James Baldwin, Ah ouais. qui m'a vraiment beaucoup aidé. La prochaine fois, le feu. Exactement. C'est Ouais, mon ça, livre c'est un préféré. classique, les gars. Et je pense que vous devez absolument le lire. Et bon, ça c'est plus maintenant et depuis quelques années. Mon père spirituel réellement, c'est Malcolm X. Allez-y, sautez sur ces livres. Il y a vraiment pour tout le monde. Il y a vraiment de tout et des choses très très importantes dans votre développement personnel. Prenez ces opportunités-là comme des chances. Et aimez-vous comme vous êtes et bonne route à vous. Oh, c'est trop beau. Incroyable. C'est fini. En vrai, c'est trop bien. Merci Ouais. Alexandre. Merci Merci d'être resté optimiste même après le moment où on a perdu l'enregistrement. Ah, c'est normal. Ça a fait la diff. plaisir, je suis content. Ça a fait la diff.